Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Jean-Luc Fichet, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Finistère, vous allez réagir à différents sujets et notamment au financement de la réforme des retraites, un casse-tête sur lequel ont recommencé à plancher les partenaires sociaux dès ce matin. Durant ces 2 heures, nous irons régulièrement et comme tous les jours en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui, vous le voyez, avec Steve Jourdain. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Tam Tranmy, bienvenue Tam. Retour en force d'Alstom qui rachète son rival canadien. Beaucoup de réactions au Sénat sur le sujet. Oui, et un mariage qui séduit dans l'ensemble, même si les sénateurs restent vigilants. Sandra Cerquera fait aussi partie du club aujourd'hui. Bienvenue Sandra. Ça y est, Frédéric Thiriez a remis son rapport sur la haute fonction publique. Oui, souvenez-vous, en 2019, Emmanuel Macron a prononcé cette phrase « Il faut supprimer l'ENA ». On va voir comment. Et on verra comment avec vous. Fanny Conqui est aussi avec nous ce soir. Fanny, bienvenue. Bonsoir. Débat sur l'irresponsabilité pénale au Sénat aujourd'hui, évidemment, sur fond d'affaires Sarah Halimi. Oui, faut-il un procès même en cas d'irresponsabilité pénale? C'est une des questions que se posaient les sénateurs cet après-midi. Et on verra tout cela en détail avec vous tout à l'heure. Dans une demi-heure, Sénat en clair, on va revenir sur l'encadrement légal des réseaux sociaux. L'affaire Benjamin Griveaux pose ou repose pas mal de questions sur la responsabilité ou pas de Facebook, Twitter, et ça va bien au-delà de la question de l'anonymat cette fois. Les textes législatifs existants suffisent-ils? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter sur ce sujet. Mais d'abord, la réforme des retraites. La conférence de financement a repris ses travaux. Les partenaires sociaux ont jusqu'à fin avril, je vous le rappelle, pour trouver une solution à l'équilibre du système. Sinon, ce sera le retour de l'âge pivot à 64 ans. Où en sont-ils? Est-ce que ça avance? Eh bien, on voit tout cela avec Marion Vigreux. Derrière les fenêtres du ministère des Solidarités, organisations syndicales et patronales planchent depuis ce matin sur l'épineuse question du financement des retraites. Objectif, identifier des solutions pour ramener le système à l'équilibre. Car si rien n'est fait, le déficit cumulé pourrait atteindre d'ici 2030 les 113 milliards d'euros. Il y a donc urgence à faire des économies. Dans les propositions de la loi, l'effort principal est demandé aux salariés. Il n'y a pas grand-chose au niveau de l'État et au niveau des employeurs. Pour nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des mesures où les 3 acteurs sont à contribution, que ce soit équitable. Si c'est simplement les salariés qui doivent payer le déficit, ça ne sera pas acceptable. En plus du déficit, il s'agit également de piloter le financement du futur système par points et de présenter des mesures alternatives à l'âge pivot très décrié. Mais pour ce groupe de travail, les marges de manœuvre sont réduites. À ce jour, le gouvernement n'est pas favorable à une baisse des pensions et à une hausse des cotisations, l'âge d'équilibre restant à ses yeux la meilleure option. Si nous avions proposé cet âge d'équilibre, c'est parce que nous pensons, âge d'équilibre d'ailleurs qui est présent dans le système universel, notre système cible, c'est parce que nous pensons, nous savons que c'est autour de cet âge d'équilibre que nous construisons la solidité du système. Pendant ce temps-là, la rue ne relâche pas la pression. Une 10e journée interprofessionnelle de grève a lieu ce jeudi. Et pour les partenaires sociaux, le calendrier est serré. 5 séances de travail sont prévues pour une restitution fin avril. En parallèle, les députés poursuivent l'examen du projet de loi. Mais l'ambiance est électrique. Pas moins de 41 000 amendements ont été déposés. Un record sous cette législature. Allons plus loin donc avec vous, Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère. Merci encore d'être ici. Vous pensez vraiment que les partenaires sociaux vont trouver une solution, une piste qui nous éloignera de cet âge pivot à 64 ans? Vous y croyez? Je pense qu'ils vont faire des propositions. Maintenant, vous savez que leur démarche, elle est très encadrée puisque le Premier ministre a mis des conditions un petit peu à ce déroulement de la conférence financière. Certains n'hésitent pas à dire même que c'est corseté. On peut dire que c'est corseté. Donc je souhaite pour ma part que ça fonctionne. Je crains que le résultat ne soit pas à la hauteur et qu'on revienne à l'initial. Et c'est ça le problème. Pourquoi vous craignez cela? Parce que leur proposition ne fonctionnerait pas Mais parce que, d'abord, le temps qui est imparti à ce travail-là est très court. Alors qu'on nous dit qu'il faut trouver des moyens de financer, de trouver l'équilibre des caisses de retraite. Donc ça veut dire aller chercher de l'argent, des financements, faire des propositions. Alors on sait bien que les partenaires sociaux ont aujourd'hui un certain nombre de propositions. Mais elles n'ont pas l'aval du gouvernement. Et donc, du coup, elles ne sont pas entendues. On est dans une situation qui est absolument incroyable. Comment a-t-on pu arriver à ce point d'enlisement sur un sujet où, au départ, on pourrait dire qu'il y a
presque une unanimité sur la retraite universelle. Et puis au fur et à mesure des avancées, tout devient flou. Mais il y a une volonté d'avancer, d'aller vite, et qui fait que les résistances sont de plus en plus fortes. Et on est aujourd'hui dans une situation qui, à mon avis, nous mène au 49-3. Ah, carrément, vous y croyez? Je pense que n'importe comment, si on veut un premier vote début mars, avec 45 000 amendements, on a bien vu que la commission n'a pas pu aboutir. C'est quand même la première fois que ça se produit depuis 2008. On peut peut-être bouger le calendrier quand même. Et le problème, c'est que le calendrier se heurte sur les municipales et qu'il y a une volonté quand même de trouver une solution avant les municipales. Ou alors, effectivement, on dit on veut que le Parlement fasse son travail de Parlement, auquel cas, on se donne du temps. Et puis la procédure accélérée, à quoi ça correspond alors qu'on est sur un sujet qui nous engage pour les 30 années à venir ou les 40 années à venir? En attendant, le gouvernement, pour l'instant, assure qu'il n'aura pas recours au 49.3. On verra si les semaines à venir vous donnent raison. Jean-Luc Fichet, on va aborder d'autres sujets, les sujets choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Tam Tranui, on va donc commencer avec vous. Alstom reprend des couleurs. Le groupe français n'avait pas pu fusionner avec l'allemand Siemens, mais il vient de se payer son rival canadien Bombardier. Et effectivement, Alstom rachète les activités de transport ferroviaire du canadien Bombardier. Coût d'achat environ 6 milliards d'euros pour une opération qui devrait avoir lieu l'an prochain, en janvier 2021. Cela permet de constituer un nouveau géant du transport ferroviaire avec un chiffre d'affaires cumulé de 15 milliards et demi d'euros. Alstom Bombardier va être numéro 2 mondial, toutefois loin derrière le chinois CRRC. Une opération qui est saluée à droite comme à gauche. Parce que c'est un rachat, surtout parce que Alstom reste maître à bord, parce que Henri Poupart-Lafarge, l'actuel PDG, va rester à la tête de l'entité. On est donc loin de la fusion qui était très controversée, qui devait unir Alstom et Siemens l'an dernier. Écoutez, à ce propos, Martial Bourquin, le sénateur socialiste se réjouit finalement pour lui, on l'a échappé belle. Heureusement que Siemens n'a pas absorbé Alstom. C'est Alstom qui devient le numéro 2 mondial après le groupe chinois. On s'était opposé au programme de fusion, d'absorption par Siemens parce qu'on pensait que Alstom avait de beaux jours devant eux et qu'il pouvait devenir un des tout premiers leaders mondiaux. C'est le cas aujourd'hui. Oui, Martial Bourquin qui avait coécrit un rapport très critique sur l'éventuelle fusion Alstom-Siemens. Est-ce que, Jean-Luc Fichet, vous êtes de l'avis de votre collègue Martial Bourquin? Est-ce que pour vous, c'est une bonne opération? Et puis surtout, on a échappé à cette possibilité de fusionner Alstom avec Siemens. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une proposition qui fait quasiment l'unanimité et donc c'est une bonne chose. Ce que dit Martial Bourquin est important puisqu'on était avec Siemens sur une fusion, on va dire, défensive. Où Alstom allait perdre ses lettres de noblesse. Voilà, c'est Alstom qui se faisait absorber. Donc on disait qu'Alstom était dans une situation difficile, etc. Et puis l'Europe a dit non. Et c'est une bonne chose. Et du coup, on est aujourd'hui dans une situation où on est dans une fusion, on va dire, offensive. Là, c'est Alstom qui prend la main, et sur un sujet qui n'est pas des moindres, c'est le ferroviaire. Donc on va devenir numéro 2 mondial après les Chinois, sans doute loin après les Chinois, mais surtout numéro 2, et sur un sujet qui, sur le plan environnemental, est séduisant, puisque on sait tout le questionnement qu'il y a autour de l'aéronautique. Aujourd'hui, le ferroviaire a un gros potentiel, et donc ce sont des bonnes annonces en termes d'emploi. Alors, le tableau paraît très, très idyllique, Tam. Il n'y a aucune source d'inquiétude quand même dans cette histoire? Il y en a quand même quelques-unes, comme toujours. L'inquiétude, c'est que Bombardier est quand même en mauvaise santé, très endetté. Certains syndicats craignent qu'il faille faire des économies et que cela finalement impacte donc les salariés. Le PDG, Henri Poupart-Lafarge, avait bien vu l'argument. Ce matin, dans un entretien aux Échos, il a cherché immédiatement à rassurer. Regardez ce qu'il a déclaré. Il déclare: la transaction n'est pas du tout pensée dans une idée de restructuration ou de menace sur l'emploi. Il n'y a pas de redondance à éliminer. Et il ajoute, surtout dans le nord de la France, où nos deux usines sont chargées comme des œufs, à gauche comme à droite. Cependant, malgré cela, on demande des garanties. Il y a tout de même 12 sites au total en France et beaucoup d'emplois. Écoutez, Cédric Perrin, sénateur LR des Territoires de Belfort.
Ce qu'il faut que nous fassions en tant qu'élus, c'est s'assurer auprès notamment de Bruno Le Maire et de la direction d'Alstom que concernant l'emploi dans nos territoires, ça n'aura pas d'impact négatif. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur les conséquences que ça pourra avoir sur l'emploi chez nous. Voilà, des inquiétudes, des points de vigilance, on a bien compris. Est-ce que surtout ce mariage aura bien lieu, puisque celui avec Siemens n'a pas eu lieu? Effectivement. À l'époque, ça n'a pas eu lieu l'an dernier parce que la Commission européenne a posé son veto. Elle a dit non à la fusion entre Alstom et Siemens. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, d'ailleurs que Bruno Le Maire voit aujourd'hui, avait jugé que cela mettait Alstom-Siemens dans une condition de domination excessive, notamment sur la signalisation ou les trains grande vitesse. Dans le cas du mariage Alstom-Bombardier, la nouvelle entité serait elle aussi en situation de quasi-monopole sur les matériels roulants en France, en particulier tout ce qui est métro, RER en Ile-de-France. Pour l'instant, tout le monde dit que cela n'est pas un problème. Ça passera. Oui, voilà, tout le monde dit que ça va passer. Mais pour Martial Bourquin, eh bien, il faut même aller plus loin pour lui. Il faut surtout que l'Europe se dise qu'elle doit changer de modèle, qu'elle ne doit pas se mettre des bâtons dans les roues pour permettre de construire de véritables champions européens. On l'écoute. L'Europe doit se mettre à la page. Est-ce qu'on veut une Europe qui ne soit pas seulement une Europe de consommateurs, mais aussi une Europe de producteurs? Si on veut une Europe de producteurs, il faut faire face à la concurrence chinoise et américaine. Et l'opération que fait Alstom avec Bombardier est une réponse à l'agressivité chinoise, notamment dans le domaine du ferroviaire. Notez que ce rachat, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. C'est une bonne nouvelle pour ce groupe qui a su déjouer les pronostics. Rappelez-vous, on donnait peu cher de sa peau, on donnait peu cher des activités ferroviaires d'Alstom au moment de sa scission et du rachat par GE de sa branche énergie. Comme quoi, l'adage se vérifie, Rebecca, c'est bien à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Je l'aime beaucoup, cet adage. Jean-Luc Fichet, c'est vrai ça, l'Europe doit réussir ou permettre de créer des champions européens, doit favoriser ça? Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a bien vu que l'Europe était très frileuse, voire en désaccord au moment des accords Alstom-Siemens. Aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure Margrethe Vestager, qui est le commissaire en charge de ces questions à l'Europe. Elle semble aborder la question de manière beaucoup plus favorable. D'ailleurs, je pense que les pays sont... Ils ont beaucoup planché sur le sujet depuis... Voilà. Et on a changé les équipes aussi. Je pense qu'on est effectivement... Alors, il faut interroger. Il faut toujours interroger. Et ça, c'est notre rôle à nous d'élus, et particulièrement les élus des territoires, on le voit, c'est de dire, est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas un endroit où il y aurait un loup, il y aurait quelque chose? Ce n'est apparemment pas le cas, et puis on ne va pas se mettre à inventer des obstacles pour nous empêcher d'agir, alors que tous les courants sont porteurs. On va réformer un petit peu le ferroviaire, les trains, les locomotives diesel, etc. Et donc, ce ne sont que de bonnes nouvelles pour l'instant. Et moi, je souhaite bien évidemment que pour 2021, ces accords aboutissent. Et les bonnes nouvelles sont assez rares pour qu'on les signale. Absolument. Sandra Cerquera, on va continuer avec vous ce club. On va reparler de la possible suppression de l'ENA. Emmanuel Macron l'avait souhaité. Il avait d'ailleurs confié une mission à Frédéric Thiriez. Que nous dit ce rapport donc ? Pierre, le rapport dit tout simplement qu'il faut supprimer l'ENA, l'école d'administration qui a été créée, nationale d'administration qui a été créée il y a 65 ans et qui n'a jamais été réformée. À la place, il y aura sans doute demain l'EAP, prononcé EAP pour École d'administration publique. C'est en tout cas l'une des idées de la mission confiée à Frédéric Thiriez, l'ancien patron de la Ligue professionnelle de football qui a lui-même fait l'ENA. Parmi les propositions faites au Premier ministre, il y a d'abord le changement de formation. Elle débuterait par 3 semaines de formation militaire, suivie de 4 mois sur le terrain, dans une mairie ou un hôpital, pour se confronter au réel. La sénatrice Sophie Taillé-Polian, qui a participé à la commission d'enquête sur la réforme de la haute fonction publique en 2008 au Sénat, salue la fin du classement à la sortie de l'école, préconisée dans le rapport, et la mise en avant des expériences de terrain. Elle nous explique pourquoi. C'est corps qui arrivent sans avoir vraiment jamais fabriqué le service public sur le terrain. Ils ont finalement aussi peu de notions réelles de ce que c'est le service public local, le service public auprès des citoyens et des citoyennes. Donc je pense qu'il faut une haute fonction publique plus en prise avec ça. Il me semble que certaines préconisations vont dans ce sens et c'est bien.
Il va y avoir aussi du changement concernant le recrutement, c'est ça Sandra? Oui, et c'est un sacré changement. Le recrutement des énarques nouvelle génération passera par un concours remanié avec un nombre d'épreuves réduit à 6 contre 10 actuellement et la moitié des places réservées aux professionnels. Donc ça aussi, c'est un sacré changement. Et surtout, l'autre changement, c'est que 10 places sur 130 seront réservées à des jeunes issus de familles modestes. De la discrimination positive, donc, et ce n'est pas du goût de tous. On peut préciser que dans la dernière promotion de l'ENA, il y avait 36% de boursiers. Philippe Dallier, sénateur LR, est contre la discrimination positive. Pour lui, c'est de l'égalité au rabais. Écoutez-le. Moi, je suis pour l'égalité républicaine. Voilà, je ne suis pas pour qu'on accorde des points supplémentaires aux uns ou aux autres parce qu'ils sont issus de telle ou telle origine. Voilà, l'idée, c'est effectivement de trouver les meilleurs, quelle que soit leur origine sociologique ou le quartier dans lequel ils ont grandi. Mais je ne souhaite pas qu'on rentre dans ce dispositif à l'américaine qui a bien des défauts par ailleurs. Mais pour beaucoup, ce rapport reste très incomplet et ne propose rien pour remédier au problème du pantouflage. Vous savez, c'est ainsi qu'on désigne de manière familière le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler dans le privé. Le pantouflage existe depuis longtemps, mais il s'est accéléré ces dernières années. De nombreux patrons du CAC 40 ont fait l'ENA. On peut citer Jean Lemierre, qui dirige BNP Paribas, ou encore Frédéric Oudéa, qui est à la tête de la Société Générale, Stéphane Richard à la tête d'Orange. Pour le sénateur Pierre-Yves Collombat, ce n'est ni plus ni moins que du dévoiement de fonctions. Il affirme que ces hauts fonctionnaires de l'ENA devraient servir l'État et non la finance. Et c'est là que résiderait pour lui la vraie réforme. Vous avez 20% des élèves de l'ENA, surtout dans les grands corps, qui finissent à la banque, dans les entreprises ou ailleurs. Ce qui n'est pas acceptable, c'est cet aller-retour, ces portes tournantes du privé au public, etc. et qui organisent la confusion. Voilà pour les critiques concernant ce rapport. Qu'est-ce qui va devenir maintenant ce rapport? Alors une chose est sûre, l'exécutif assure que la métamorphose de l'ENA est classée parmi les dossiers urgents. Édouard Philippe a indiqué qu'il présenterait son projet fin avril avec les propositions retenues donc pour réformer l'ENA, la future école du management public, et pour une mise en œuvre rapidement dès 2022. Mais au vu du calendrier parlementaire très lourd avec le dossier des retraites, cette réforme délicate pourrait ne plus être vraiment une priorité, d'autant qu'il faut le dire, le sujet reste très sensible. Ouais, c'est un dossier urgent, la suppression de l'ENA, Jean-Luc Fichet? Je sais pas s'il Vous avez hâte d'étudier la question? Je ne sais pas s'il est urgent, mais en tout cas, il est nécessaire. Ouais. C'est vrai que ça fait maintenant quelques années qu'on pose la question de cette école qui, quand même, aujourd'hui, accueille 70% d'enfants de cadres et cadres supérieurs pour faire des études et pour devenir des hauts fonctionnaires. Donc il faut... Et qui crée quoi? Des hauts fonctionnaires un peu hors sol, un peu déconnectés je vous pose la question. Non, mais je pense que c'est effectivement ça le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que dans le rapport Thiriez, ce qu'il propose quand même de manière forte, c'est un socle commun de départ, ce sont des stages dans des administrations décentralisées, etc. Et pourquoi pas une ENA décentralisée, de façon à ce que les étudiants de tout le territoire puissent y accéder de manière aisée. C'est un point de vue très partagé au Sénat, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'énarques aussi. C'est-à-dire que c'est un point de vue très partagé. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de découvrir le sujet à travers le rapport Thiriez, que les vrais échanges ne sont pas encore au fond ou appropriés par l'ensemble des sénateurs, mais c'est une vraie question. Et la question que posait Pierre-Yves Collombat sur le pantouflage, c'est aussi une vraie question. Ces allers-retours entre le public, le privé, etc., avec des carnets d'adresses, parce qu'en fait, on finit par les salariés, non pas pour leurs véritables compétences, mais pour leur carnet d'adresses. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que ce sont des gens, quand ils reviennent dans le public, après un petit séjour dans le privé, ce qui pourrait pas être mal si c'était bien fait, reviennent avec d'autres motivations que celle de servir l'intérêt général et l'intérêt public. Et cette idée de formation, 3 semaines de formation militaire, 4 mois sur le terrain, en hôpital ou en mairie, vous trouvez ça pertinent, faisable, intéressant? Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'enjeu. C'est intéressant en tout cas de le proposer, c'est intéressant de le vivre. Mais on parlait de hauts fonctionnaires hors sol et déconnectés, c'est peut-être pas mal de les reconnaître. Je pense que l'idée, par exemple, d'ouvrir, ce sera l'EAP, c'est ça? L'EAP, oui, c'est ça. D'ouvrir à 50% de professionnels. Je pense que le fait de créer des places pour des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, sans doute que ce n'est pas de l'égalité républicaine telle qu'on pourrait l'imaginer ou le vouloir, mais n'empêche que c'est
un point de passage obligé pour que cela s'ouvre. Parce que sinon, on voit bien qu'on est sur de bonnes intentions, mais que, somme toute, ça ne se traduit par pas grand-chose. Alors, après les stages dans les hôpitaux pendant 3 semaines ou les 4 mois dans la sous-préfecture, voilà, ça peut faire plaisir à tout le monde. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui va permettre d'ouvrir un petit peu l'horizon de ces hommes et ces femmes. Et moi, je crois que là, on est sur un sujet de fond. Alors, j'aimerais bien que le rapport Thiriez aille au bout. Mais je pense qu'il faudra quand même approfondir un certain nombre de questions, parce que là, on est encore, malgré tout, sur du superficiel. Et puis c'est le Premier ministre qui tranchera, enfin en tout cas l'exécutif. Fanny Conquin. Un ancien énarque. Exactement. Il y en a beaucoup aussi là-bas, à l'Élysée et à Matignon. Fanny Conquin, on va terminer ce club avec vous. Débat au Sénat aujourd'hui sur la question de la responsabilité pénale, et ça fait suite évidemment à l'affaire Sarah Halimi. Oui, alors il faut savoir que le sujet de l'irresponsabilité pénale, c'est un sujet sur lequel plusieurs sénateurs du centre et de la droite se sont penchés ces dernières semaines. Sur cette thématique, pas moins de 2 propositions de loi ont été déposées depuis le mois de janvier. L'une pour revoir les conditions d'application de l'irresponsabilité pénale, c'était le 8 janvier par la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Et la deuxième PPL vise à garantir la tenue d'un procès même en cas d'irresponsabilité pénale. Le texte a été déposé le 4 février par le sénateur LR Roger Karoutchi. Alors voilà, pour les textes, on va maintenant expliquer un peu le contexte. Plusieurs affaires ont récemment ému l'opinion publique et vous l'avez dit, Rebecca, on pense notamment à l'affaire Sarah Halimi. Alors on rappelle les faits. En avril 2017, Kobili Traoré tue sa voisine retraitée Sarah Halimi. À cette période, il consomme énormément de cannabis. Après 2 ans d'instruction et de nombreuses expertises psychiatriques, eh bien, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rend une décision d'irresponsabilité pénale pour Kobili Traoré. On peut citer d'autres affaires plus récentes. L'attaque au couteau à Villejuif le 3 janvier dernier. Le jeune homme de 22 ans était converti à l'islam et atteint de profonds troubles psychiatriques. Autre attaque au couteau, il y a eu celle de Metz également, le 5 janvier. L'individu était fiché S et il était aussi connu pour troubles psychiatriques. Eh bien, pour Nathalie Goulet, pour la sénatrice, la multiplication de ces affaires conduit le législateur à réfléchir à une évolution de la loi. Écoutez. Il y a quand même une tendance à considérer que ces assassins, ces criminels, ces meurtriers, ces terroristes, appelez-les comme vous voulez, sont des déséquilibrés. Et donc c'est beaucoup plus confortable pour notre société de penser que les gens sont déséquilibrés plutôt que quelque part la société les a créés, les a vus grandir et les a pas arrêtés. Bon. Donc moi je crois qu'il faut revoir ces dispositions. Alors, comment elle veut les revoir, ces dispositions, Fanny? Alors, on rappelle qu'actuellement, après une expertise psychiatrique, un individu peut être jugé irresponsable pénalement. Regardez, c'est ce que dit l'article 122-1 du Code pénal. Regardez, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Alors, la proposition de loi de Nathalie Goulet, qui fait l'objet du débat cet après-midi au Sénat, vise à corriger la loi pour que cet article ne s'applique pas lorsque l'état de l'auteur résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d'une infraction antérieure ou concomitante. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, si au moment des faits, l'individu était sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, ou s'il avait arrêté un traitement qui modifie son comportement, et bien dans ce cas-là, il ne pourra pas bénéficier de l'irresponsabilité pénale. Autre question soulevée par les sénateurs, le droit au procès. Oui, et cette fois, c'est la proposition de loi qui a été déposée par le sénateur LR Roger Karoutchi et qui vise à garantir la tenue d'un procès, même en cas d'irresponsabilité pénale. L'article 1 de cette proposition de loi abroge la déclaration d'irresponsabilité pénale au stade de l'instruction. Ça garantit donc le droit à un procès. C'est donc la cour d'assises qui déclarerait l'accusé coupable, non coupable ou irresponsable. Il n'est pas question de juger des gens irresponsables, ce serait de la barbarie. Donc on n'est pas du tout dans un débat d'opportunité, on est dans un débat opportun parce qu'il y a trop de cas qui se sont passés et qui ont le même scénario et aussi la même analyse, c'est-à-dire déséquilibré. Bon, mais déséquilibré jusque qui met le curseur du déséquilibre? Est-ce qu'on va laisser le curseur être posé par des experts ou est-ce qu'on va laisser à la cour d'assises la possibilité de le mettre? Je crois que Roger Karoutchi et moi, ainsi que l'ensemble des signataires, souhaiterions que ce soit plutôt à la cour d'assises de placer le curseur.
Alors le débat a été donc ouvert cet après-midi au Sénat sur cette question de l'irresponsabilité pénale. Reste à savoir maintenant lorsqu'il y aura une niche parlementaire pour déposer ce texte et le discuter en séance publique. Jean-Luc Fichet, que pensez-vous de cette réflexion sur les responsabilités pénales? Est-ce que selon vous, par exemple, il faudrait garantir un procès pour les victimes et les familles des victimes? C'est-à-dire qu'en fait, on pense bien évidemment prioritairement aux familles. Parce qu'on comprend bien que les familles sont privées d'un procès dans une situation qui est absolument terrible. C'est terrible à entendre, irresponsable. À entendre et de dire, ben voilà, cette personne-là a assassiné un membre de votre famille, mais il est irresponsable. Pour autant, l'irresponsabilité est extrêmement importante. Parce qu'il y a effectivement des comportements irresponsables qui ne peuvent pas être jugés. Et là, il faut reconnaître aux experts le diagnostic de dire, bah, écoutez, non, dans ce cas-là, c'est pas possible. La radicalisation ne change pas la donne? Alors, les vertus de la proposition de Nathalie Goulet, c'est de dire, attention, si les comportements antérieurs, si la personne est addicte à un certain nombre de choses qui peuvent l'amener à avoir des comportements délirants, etc., est-ce qu'on peut s'interroger quand même sur sa responsabilité au fond, puisque n'importe comment, aujourd'hui, Traoré, il est en hôpital psy, et les psys ne savent pas quoi en faire. Parce qu'aujourd'hui, autant que je sache, cette personne a un comportement normal. C'est-à-dire qu'elle a eu une phase délirante, mais elle a un comportement normal. Donc, il est possible, j'espère que non, mais que les psychiatres, dans leur responsabilité de psychiatre, disent, eh bien, écoutez, voilà, cette personne est sortante. Il peut être jugé. Non, cette personne est sortante. Oui, il peut sortir, peut être libéré. Elle est déclarée irresponsable, il n'y a pas de jugement, mais au regard de la médecine, de la psychiatrie, on dit, ben voilà, elle est sortante. Ce qui est absolument inimaginable. Dans les cas de terrorisme, il y a une responsabilité. Enfin, il peut y avoir des troubles psychiatriques et pour autant une responsabilité pénale? Bien sûr. Bien sûr, mais le problème, alors ce qu'il y a, c'est que, par exemple, sur la proposition de Roger Carucci, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il faut quand même qu'on reste bien précis sur le fait que l'exécutif n'a pas à dicter son comportement à la justice. Donc il appartient très clairement à la justice de mener la réflexion sur ce sujet. Il n'est pas question de nier l'irresponsabilité. Elle est réelle dans un certain nombre de cas. Et on peut en citer. Mais c'est vrai qu'il faut regarder aussi quelle est l'antériorité des comportements et des personnes et penser aux familles, comment elles, à elles-mêmes, à un moment donné, peuvent avoir un retour à leur demande de comment cette personne-là a été expertisée, jugée et pourquoi on aboutit à cela. Jean-Luc Fichet, vous restez encore quelques minutes avec nous. C'est l'heure de Ça se passe chez vous, spécial municipal. Et direction Montpellier aujourd'hui avec un zoom sur les écolos. On en parle moins, mais ils sont eux aussi touchés par les divisions et les dissidences. Une candidate a perdu son étiquette Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que jugée trop proche de la France Insoumise. Voyez le reportage de Quentin Calmet avec Jonathan Dupriez. Nous sommes sur la place de la Comédie à Montpellier où depuis leur fontaine, les Trois Grâces observent une campagne rocambolesque et pour cause, le maire sortant Philippe Sorel n'a toujours pas annoncé s'il se représentait. Une situation qui favorisait les écologistes jusqu'à un nouveau coup de théâtre. Bonjour Clotilde Dellier. Bonjour, enchantée. Vous menez campagne sur les questions de discrimination, comme ici au refuge à Montpellier. Il y a un mois, vous étiez en tête des sondages, on vous donnait gagnante même dans tous les scénarios possibles au second tour. Et depuis, bien, vous n'avez plus l'étiquette ELV. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai été élue par une primaire organisée par ELV au mois d'octobre, le 12 octobre. Je me dois d'aller jusqu'au bout de cette démarche pour faire respecter justement le choix de toutes ces personnes qui sont venues voter à cette primaire. L'étiquette d'Europe Écologie Les Verts, elle vous a été enlevée. Le Bureau national, il dit que c'est parce que vous êtes trop proche de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors je leur réponds que je suis proche de la France Insoumise et que je l'assume, clairement. Je crois que l'écologie, elle est profondément de gauche, elle est sociale et de gauche. Je pense qu'on ne peut pas faire une écologie qui ne soit ni de gauche, ni sociale. Donc c'est vraiment des valeurs que je porte profondes. On dit fin du monde, fin du mois, même combat. Mais c'est clair et c'est des valeurs que je porte. C'est le grand jour pour Coralie Mention, la candidate chargée de reprendre le flambeau avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Elle dépose aujourd'hui sa liste en préfecture. On va aller lui poser quelques questions. La liste que nous vous présentons aujourd'hui est celle de l'Alliance des écologistes soutenue par Europe Écologie Les Verts. Méfiez-vous des contrefaçons.
Bonjour Coralie Mention, alors c'est à vous que revient la charge de reprendre le flambeau élevé pour la campagne municipale. Clotilde Ollier avait de bons scores en janvier, c'est pas trop dur ce flambeau à reprendre ? Non, pas de souci, puisque l'équipe est la même. L'équipe est dans la continuité. En effet, on a changé de tête de liste, mais nous avons le même programme et la même équipe qui soutient ce projet. On a le sentiment que Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui, à chaque fois qu'il est aux portes du pouvoir, eh bien, il se retrouve dans ces situations où là, à un mois du scrutin, vous devez tout recommencer. Qu'est-ce qui se passe à Europe Écologie Les Verts ? Non, c'était courageux de changer de tête de liste parce qu'en effet, on se rendait compte qu'elle n'était pas écolo comme nous le pensions. Donc ça a été courageux par rapport au parti de faire ça, de la suspendre pour justement avoir les valeurs qui soient vraiment représentées. C'était important d'avoir une équipe qui représentait vraiment Europe Écologie Les Verts. Les rebondissements autour de l'étiquette Europe Écologie Les Verts, c'est l'une des péripéties de la campagne folle des municipales à Montpellier. Des rebondissements qui participent à rendre le scrutin incertain. Ce sont ainsi 5, voire 6 ou 7 candidats qui pourraient se qualifier au soir du premier tour de l'élection municipale. Et on y reviendra dans le match des idées d'ici une petite demi-heure par souci d'équité. Je vous invite à regarder ce tableau des autres têtes de liste à Montpellier. Au total, ils sont 11. Merci Jean-Luc Fichet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les trois d'avoir fait partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Merci. Sénat en clair, consacré ce soir à l'encadrement juridique des réseaux sociaux. Le sujet est souvent évoqué ces dernières années, mais il l'est encore plus ces dernières heures, évidemment, après l'affaire Griveaux. Sauf que cette fois, il n'est plus du tout question d'anonymat. Il y a des responsables présumés identifiés, des mises en examen et des sanctions qui pourraient s'appliquer. Est-ce suffisant? Est-ce assez dissuasif vu les enjeux et les conséquences politiques? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. Après les derniers éléments de l'affaire, ils sont signés Louis Duménil. C'est un trio au cœur de la polémique. Piotr Pawlenski et Alexandra de Taddeo d'abord. L'artiste russe et sa compagne, placés en garde à vue dimanche, ont été présentés au juge d'instruction mardi. En fin de matinée, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire à l'encontre des deux protagonistes pour atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel et diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement. Mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, la jeune femme a confirmé être la destinataire des vidéos de Benjamin Griveaux. Mais contrairement à Piotr Pawlenski, elle dément avoir voulu rendre ces vidéos publiques. Elle est mise en examen, elle est donc présumée innocente, ça c'est évident, et elle va devoir être présente pour participer à l'instruction en répondant aux questions du juge, puisque là elle n'a pas répondu, donc elle va être reconvoquée et en apportant des éléments d'information, et puis on verra au fur et à mesure ce qu'il en est de son implication ou non, qu'elle conteste aujourd'hui. L'artiste est également visé par une seconde information judiciaire sur des accusations de violence avec arme lors d'une soirée et risque la détention provisoire. Enfin, Juan Branco complète le trio. Avocat ou conseiller, le flou demeure autour de son rôle auprès du couple dont il est proche. Saisi par le parquet, le bâtonnier de Paris a diligenté une enquête déontologique. Après s'être entretenu avec son client cet après-midi, Juan Branco a finalement renoncé à défendre Piotr Pawlenski. Et je lui ai suggéré qu'en la situation actuelle, il valait mieux qu'il prenne un nouveau conseil, à qui j'ai demandé s'il acceptait de prendre le dossier, Maître Yacine Bouzrou. Maître Yacine Bouzrou va épauler Piotr Pawlenski, mettre en visibilité des problèmes procéduraux gravissimes auxquels on a été confronté dans cette procédure depuis le début. En quelques heures, l'affaire aura franchi une nouvelle étape. Et avec nous pour Sénat en clair ce soir, Catherine Morin-Desailly, bienvenue. Vous êtes sénatrice Union centriste de Seine-Maritime, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Laetitia Avia, bienvenue. Vous êtes députée La République En Marche de Paris, membre de la commission des lois. Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi visant à lutter contre la haine en ligne qui est en pleine navette parlementaire, si je puis dire. Éric Morin, bienvenue. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris, spécialiste du cyberharcèlement. Et Jérémy Mani, bienvenue à vous également. Vous êtes PDG de Netino, société spécialisée dans la modération en ligne et spécialiste des réseaux sociaux. Merci à tous les quatre d'être ici. On le voit, Pawlenski, de Taddeo, inquiétés par la justice pour atteinte à l'intimité de la vie privée, diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel. Catherine Morin-Desailly, est-ce que pour vous ça prouve que les lois existent et qu'elles sont suffisantes et que tout va bien ?
L'arsenal législatif existe, bien entendu. Donc la précipitation qui consiste à dire hop, faut trouver une proposition de loi pour réguler les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas pour? Non, je n'y suis pas favorable parce qu'il y a déjà un arsenal législatif et il suffit de l'appliquer. Le vrai sujet, c'est parfois la lenteur de la justice à défaut de moyens, faut bien le dire. Elle n'a pas été lente, la justice, sur cette affaire. Mais dans le Généralement. Généralement, pour des cas de diffamation, de propos haineux, de calomnie sur Internet, on voit que la justice est à la fois lente, à défaut de moyens, et peut-être aussi de spécialisation et d'expertise, parce que le numérique est un nouveau monde. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des juristes aguerris, et on s'aperçoit que peut-être que des affaires, si elles étaient jugées rapidement et efficacement, eh bien, auraient démontré que l'arsenal législatif existe, et que les réseaux sociaux, c'est un nouveau mode de communication, bien entendu assez spectaculaire, très viral et qui est utilisé bien entendu à mauvais escient, mais le modèle économique de l'écosystème, je tiens à le dire, favorise tout cela. On en reparlera peut-être tout à l'heure. La non-responsabilité des plateformes et la non-redevabilité des plateformes aujourd'hui sont facteurs de cette viralité. Donc il y a d'autres sujets à traiter que celui stricto sensu, de trouver des nouvelles lois pour réguler les réseaux sociaux. Et il y a la question de la formation et de l'éducation aux réseaux sociaux. Sur ce point précis d'atteinte à la vie intime, Laetitia Avia, vous aussi, vous êtes d'accord? Pour vous, il y a l'arsenal juridique, tout va bien, il faut juste plus de moyens et une justice plus rapide, ou il y a des choses à faire évoluer d'un point de vue juridique sur ce cas précis? D'un point de vue juridique, en effet, l'arsenal législatif, il existe, puisqu'il y a bien un délit qui existe, puisqu'il y a des sanctions qui sont prévues. La réalité, c'est qu'on ne peut pas décorréler le délit de l'endroit où ce délit est réalisé. Et c'est ce que disait Catherine Morin-Desailly, c'est que on a un délit là qui est réprimé par 2 ans d'emprisonnement. Oui, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende. Et la réalité, c'est que ce délit n'est peut-être pas suffisamment dissuasif. Et les réseaux sociaux, Internet, avec cette capacité de générer une viralité, ont, eux, un aspect qui est incitatif. Donc, quand on a un délit qui n'est pas suffisamment dissuasif et on a un mécanisme de déploiement, finalement, qui, lui, est incitatif, eh bien, on peut arriver à des situations comme celle-ci. Éric Morin, je rappelle quand même le cadre juridique pour ce type d'affaires qu'on appelle revenge porn. C'est une loi qui avait été portée par l'ancienne secrétaire d'État au numérique qui date de 2016, Axelle Lemaire, et elle prévoit effectivement précisément une peine allant jusqu'à 2 ans de prison, 60 000 € d'amende en cas de publication d'images intimes en ligne. Est-ce que pour vous, ça semble dissuasif au vu des cas que vous avez pu traiter dans ces affaires? Est-ce que les gens ont peur de la sanction ou est-ce que finalement, pas tellement? D'abord, je me félicite d'entendre un parlementaire dire qu'il faut déjà utiliser les lois qu'on a. Elles datent de 2016, mon Dieu, c'est d'à peine d'il y a 4 ans. Donc on a, quand on regarde dans le rétroviseur, des cas et des jurisprudences quand même assez limitées. Une petite centaine, nous dit la chancellerie depuis ce matin. Puis s'il y avait un lien entre la peine maximale encourue et le comportement délictuel des uns et des autres, ça se saurait. Vous n'y croyez pas? Non. Pas un peu? Non. Et puis tout le monde a découvert cette infraction. C'est-à-dire que quand jeudi soir l'affaire sort, tout le monde arrive en disant mais c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment? Ah bah ça date de 2016. Et pourquoi 2016 et pas avant, etc. Je pense que le grand public, c'est vrai. Voilà. Donc il y a pas de lien. On porterait à 5 ans. Ça ne changerait rien, on le porterait à 10 ans et pourquoi pas 20. Voilà, il y a quand même des assassinats et des meurtres, et puis ça n'empêche pas les assassinats et les meurtres d'avoir lieu malgré les sanctions dissuasives. Donc il n'y a pas de lien. En revanche, déjà sur l'échelle des peines, 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende, quand ce délit a été voté, on s'était dit, bah tiens, c'est une sanction. C'est sévère, c'est solide. Il faut savoir que quand vous êtes primo-délinquant, quand vous avez un casier judiciaire vierge, vous n'êtes pas condamné immédiatement à de la prison ferme, sauf des cas particuliers. Et les cas qu'on a, c'était aussi des cas où il y avait de la violence en plus, où il y a eu de la prison. Donc suffisamment dissuasif pour un lambda, quoi. En tout cas, laissons un peu le temps aux juges d'avoir ce type d'appréciation. Ensuite, ce sont des cas qui sont isolés. Ce sont des cas avec une infraction quand même qui est particulière. C'est une infraction où la victime a une honte très très forte.
un sentiment de honte très fort. Il faut se souvenir, il faut revenir au débat parlementaire de 2016 et comment ce délit est arrivé. Ça visait d'abord principalement des femmes. Alors le cas qui nous occupe n'est pas une femme, mais la loi s'applique à tous et Dieu merci. Et puis ça visait aussi beaucoup de collégiennes et de lycéennes. On n'était pas dans le milieu politique. Pas dans le milieu politique, pas des personnalités publiques, dont l'ADN et la culture n'est pas d'aller franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour aller déposer plainte. Donc forcément, s'il y a peu de plaintes, il y a encore moins de décisions judiciaires. Et donc, il faut revenir à cette éducation dont vous parliez tout à l'heure, Madame la sénatrice. Ça part de là. Parce que venir dire ensuite que les juges n'appliquent pas assez sévèrement telle ou telle loi, s'ils ont finalement qu'un tout petit bout de la lorgnette, ça n'est pas suffisant. Jérémy Magny. Sur l'aspect pénal, je ne vais pas revenir dessus. Si ce n'est peut-être dire que 60 000 €, c'est probablement beaucoup pour un collégien qui voudrait se moquer de son ex-petite copine. C'est probablement pas assez pour quelqu'un qui voudrait éliminer un adversaire politique. Et on n'est pas dans les mêmes enjeux là. Oui, parce que là, les conséquences sont beaucoup plus politiques, extrêmement importantes. Et c'est aussi important pour une collégienne. Évidemment, à son échelle, évidemment. Mais en tout cas, ça touche beaucoup plus de gens, parce qu'on touche à une élection quand même. Symboliquement, en tout cas, c'est plus fort. Par ailleurs, l'éducation, oui, c'est essentiel, ça prendra du temps, mais il faudra le faire. Et des moyens. Moi, je voudrais rajouter la médiatisation, parce qu'on parle d'une centaine de cas. Je serais infoutu de vous en citer ne serait-ce qu'un, et pourtant, je travaille dans ce milieu depuis 10 ans. Et le sexting dont on parle, ça existe depuis des années, le fait de, comme ça, se montrer nu devant une autre personne. Il y a beaucoup de gens, des milliers, des dizaines de milliers de personnes en France, probablement, voire plus, qui font ça quotidiennement. Donc, c'est un usage qui existe. Mais le fait de dévoiler ces informations-là, et que c'est condamné dans au moins une centaine de cas, ce n'est pas su. Donc il n'y a pas de peur du gendarme, si tant est qu'il y ait un gendarme. Voire une méconnaissance de la loi, ce que disait Éric Morin. Exactement. Il faut déjà le faire savoir que ces 100 cas existent, et ça sera probablement déjà un début de dissuasion. Oui. Je crois qu'il y a à la fois une question d'éducation dès le plus jeune âge. À l'école, on a introduit d'ailleurs des mesures dans la loi École de la confiance ici au Sénat, des jeunes. Apprendre à se servir des écrans, apprendre à s'en passer, apprendre à maîtriser son image. Dès 2011, dans la loi, moi, j'avais introduit dans le Code de l'éducation les risques et les potentialités, parce qu'il y a aussi des effets positifs du numérique, les risques et les menaces, et cet apprentissage nécessaire des plus jeunes, qui doit être bien sûr démultiplié à tous. Mais il y a aussi le comportement de tout un chacun, savoir qu'on n'est pas dans le monde des bisounours sur la toile, c'est le monde réel, c'est pas le monde virtuel, et qu'il faut apprendre soi-même à maîtriser son image, savoir que, par exemple, retweeter ce genre d'image est passible de peine, bien entendu. Nouvelle publication. Qu'il y a le droit d'auteur, il y a le droit à l'image, il y a le droit à la propriété intellectuelle, bref, toute une série de sujets sur lesquels l'ensemble de la population n'est pas assez formée. Il faut une montée en compétences numériques de tous, c'est impératif. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire ? Ils ont été la cible de toutes les attaques. Il est grand temps de réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a tweeté Gérard Larcher après l'affaire Griveaux. La liberté d'expression doit s'arrêter aux frontières de la vie privée, que chaque citoyen est en droit d'exiger, a poursuivi le président du Sénat sur ce tweet. Alors, le patron de Facebook France a répondu, il s'est défendu. Ce matin, c'était chez nos confrères de France Inter. Je voudrais qu'on en écoute un extrait. Cette vidéo n'a pas été vue ni sur Facebook, ni sur Instagram. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons une règle extrêmement claire. Les vidéos ou images à caractère sexuel sont totalement interdites sur nos plateformes. Et pour faire respecter cette règle, nous avons mis en place des outils extrêmement développés et puissants et efficaces, notamment fondés sur l'intelligence artificielle. Laetitia, on sent bien que Facebook essaie de montrer patte blanche. Est-ce que c'est juste ? Il y a une réalité, c'est que sur Facebook, on ne trouvera jamais d'images, de contenu à caractère sexuel. On ne trouvera jamais le moindre téton sur Facebook. C'est la réalité. Mais malheureusement, toute cette technologie n'est pas utilisée pour d'autres éléments qui sont d'ordre complètement délictuel, qui sont ceux qui sont portés par ma proposition de loi de lutte contre les contenus haineux. J'ai pris connaissance, en effet, du tweet que vous avez évoqué tout à l'heure de Gérard Larcher. Je dois vous dire quelle a été ma surprise, mon agréable surprise d'ailleurs. Lorsque le président du Sénat nous dit qu'il faut réguler les réseaux sociaux, moi c'est ce sur quoi je travaille depuis le début de mon mandat, c'est ce que j'ai proposé dans ce texte qui est arrivé donc au Sénat en décembre dernier. On y reviendra, qui a été vidé de sa substance. Mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation, le fait que le public soit conscient
des risques, que le public soit conscient de ce que peuvent générer les réseaux sociaux, ça passe aussi, je pense, par une unité et une clarté de la parole publique. Lorsque on manque de cohérence, lorsque on va avoir sur une affaire des personnes publiques qui vont dire faut réguler les réseaux sociaux, et que lorsque le texte est sous leurs yeux et que finalement on nous dit attention, on protège la liberté d'expression, on manque de cohérence et on laisse entendre finalement à ces personnes qui commettent des délits que oui, l'impunité pourra continuer de prospérer sur les réseaux sociaux. Vous aurez l'occasion de répondre au fait que le Sénat est, comme vous dites, vidé de sa substance votre texte, puisqu'on ira rejoindre en salle des conférences Marie-Pierre de la Gontrie. Juste un mot quand même sur ces réseaux sociaux, Jérémy Mani. On a Laurent Soli de Facebook France qui ne montre pas de blanche, qui nous dit nous, c'est pas possible chez nous. C'est vrai, mais on peut poster un lien, on peut poster... Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie? Est-ce que vraiment ces réseaux sociaux, ou Facebook en l'occurrence, jouent le jeu? Sur le cas Griveaux, Facebook n'a rien à voir dans cette histoire. Il ne faut pas aller les chercher là-dessus. Ils ont peut-être d'autres torts à corriger, mais sûrement pas celui-ci. Il ne faut pas attaquer là-dessus. Ce qui n'est pas le cas de Twitter, par exemple, qui est beaucoup plus... Twitter aussi, mais là, en l'occurrence, l'information, elle circulait depuis au moins 48 heures. Hein, et ce n'est pas les réseaux sociaux qui l'ont dévoilé, c'est Joachim Sandforger, quand même. Donc, il faut dire tel que c'est quand même un député qui a pris le soin sur Twitter. Oui, parce qu'il l'a partagé sur Twitter. C'est le partage qui a été... C'est pas l'erreur de Twitter. C'est pas la faute de Twitter. C'est comme si je faisais un accident dans l'autoroute et on dit c'est la faute de Vinci Autoroute, alors que c'est moi qui conduis la voiture. Non, il y a quelqu'un qui a pris la décision de médiatiser cela avec un peu quand même de sarcasme derrière dans ces propos-là. C'est si clair que ça, Éric Morin, vous êtes d'accord? C'est parce que ce n'est que la plateforme, après tout, c'est le député... Oui, alors il ne faut pas éliminer la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle, elle est jugée tous les jours dans nos chambres de la presse. Je vous assure qu'aujourd'hui, les affaires qui passent au tribunal correctionnel, il y en a plus de 50% qui sont liés à des propos qui sont tenus sur Facebook, qui sont tenus sur Twitter. La difficulté, c'est l'identification, mais là, on sait de qui on parle. Donc, faisons déjà le tri entre une responsabilité individuelle et puis les réseaux sociaux. Là, en plus, qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'on parle de l'affaire Griveaux et on parle de la responsabilité des réseaux sociaux. Pour reprendre l'exemple de Facebook et de Twitter, j'entends ce que dit le directeur France de Facebook ce matin. Twitter, c'est le vilain petit canard. Twitter, dans les réseaux sociaux, c'est celui qui ne répond à aucune réquisition judiciaire envoyée par des enquêteurs de police judiciaire pour identifier telle ou telle adresse IP qui permettrait de poursuivre telle ou telle. La seule limite de Twitter, c'est quand il y a vraiment des menaces de mort, parce que là, ils se disent, oh là, si jamais il y avait un passage à l'acte, là, on viendrait nous chercher. Mais au nom du premier amendement américain, tout ce qui est diffamation, tout ce qui est injure, tout ce qui a été patiemment bâti par nos juges sur la loi, à partir de la loi sur la liberté de la presse, Twitter sont contre-fiche, ne répond même pas. Y compris dans les cas de raid numérique. Permettez-moi quand même de souligner, parce que c'est exactement la même chose aussi côté Facebook en la matière. Pharos, dans le cadre de mes auditions en tout cas, Pharos nous a bien indiqué qu'en matière de contenu haineux, ils avaient un taux de réponse de Facebook à hauteur de 0%. Donc ça, c'est les éléments que j'ai eu des auditions que j'ai menées dans le cadre de cette proposition de loi. Alors, il ne faut pas confondre réseaux sociaux et plateformes, c'est pas tout à fait la même chose, la plateforme étant l'outil. Moi, je pense qu'il faut pouvoir répondre de manière structurelle à cette affaire. C'est la raison pour laquelle le Sénat plaide de longue date. J'ai moi-même déposé une proposition de résolution européenne sur la réouverture de la directive e-commerce. Parce que la directive e-commerce, qui est une législation européenne, confère une non-responsabilité, une non-redevabilité aux plateformes. Donc un statut complètement neutre, aseptisé. Et ces questions de répondre aux juges, aux injonctions du juge, doivent être traitées dans ce cadre. Donc il est urgent de réouvrir cette directive e-commerce pour que ces plateformes prennent toute leur part de responsabilité. C'est pour moi vraiment essentiel. On commence à en parler. Et puis il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. Le modèle actuel de cet écosystème de l'Internet qui est basé sur la publicité, l'échange des données et donc la circulation d'informations est un modèle qui est pervers. Il n'est pas durable et soutenable pour moi. Pourquoi? Parce que le clic, il est rémunérateur. On a l'impression qu'il s'agit d'une démarche complètement gratuite, mais ce n'est pas gratuit puisque vous donnez vos données. Ces plateformes comme tel un Nog s'alimentent de toujours plus de données. Oui, l'affaire Cambridge Analytica qui démontre
la manipulation des scrutins électoraux, donc qui porte atteinte à nos démocraties, ce qui est extrêmement grave, montre les failles du système. Le clic, il est rémunérateur. Donc toutes les fausses nouvelles, tous les propos haineux, toutes les manipulations électorales, c'est rémunérateur, ça fait du clic. Donc le modèle de l'Internet en lui-même, qui est en plus le modèle de l'attention, qui vous capte le plus possible sur Internet pour aller consommer toujours plus de publicité et générer toujours plus de revenus sur des plateformes oligopolistiques. Même modèle que la télévision et la radio. Voilà. Alors, arrêtons la télévision. Non, parce que vous n'avez pas de publicité encore ciblée à la télévision. Ça va arriver. J'espère que non, parce que le Sénat s'opposera à ce que l'on instaure la publicité ciblée pour l'audiovisuel public. Le Sénat s'y opposera. Je peux vous le dire. Quand vous êtes sur telle ou telle émission, vous savez qui regarde et vous adaptez la publicité. Pardonnez-moi de terminer ma phrase. Les plateformes n'ont pas de statut de redevabilité, ce qui n'est pas le cas de la télévision. Jérémy Manif, juste pour répondre sur ce point, oui. J'ai peur qu'on fausse un peu l'orientation en mettant la. Enfin, je ne suis pas porte-parole ni de Facebook ni de Twitter, hein, soyons clairs là-dessus. Mais je pense quand même que c'est pour le coup pas du tout leur responsabilité. Et ok, certes, il y a peut-être volonté d'aller faire un peu de buzz, mais de la même façon que sur la télévision ou la radio, et on déresponsabilise des gens en disant c'est pas de votre faute finalement, on vous a poussé des contenus qui sont un peu anxiogènes pour que vous les partagiez. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui choisit, in fine, de pousser une fake news, de la relayer, qui n'est pas informé. C'est ça, le sujet, et c'est ce qu'on aborde dans cette question de modèle économique, c'est qu'on a des réseaux qui fonctionnent justement sur de la viralité, et que donc, en effet, cette viralité, elle est rémunératrice, et on est dans cette recherche toujours du clic constant, et avec des internautes qui en oublient que par chaque clic, ils engagent en plus leur responsabilité. C'est ça aussi la réalité, c'est que chaque personne qui clique, chaque personne qui retweet est autant responsable de la diffusion. Et donc en réalité, normalement, on pourrait aller poursuivre toute personne qui a partagé un lien, et qui a par exemple partagé la vidéo qui était évoquée. Mais bien sûr, on sait que ça n'aura pas lieu, et c'est ça aussi qui fait qu'on a besoin de rééquilibrer le système en ayant un système dans lequel on contrôle davantage, on responsabilise davantage toutes les parties prenantes. Alors, reprécisons bien les choses. L'affaire Griveaux porte sur des contenus à caractère sexuel et sur des publications dont les auteurs sont identifiés. Pas d'affaire d'anonymat dans cette histoire. On va élargir le débat aux contenus haineux et anonymes en ligne, puisqu'il y a votre loi, Laetitia Avia, qui va être examinée en seconde lecture par les parlementaires. Au Sénat, beaucoup s'y opposent. Pourquoi ? On va voir ça avec Marie-Pierre de la Gontrie, qui est donc en salle des conférences, je vous le disais, avec Steve Jourdain. Oui, Madame de la Gontrie, bonjour. L'Assemblée nationale a voté ce nouveau texte, cette nouvelle mouture du texte dit Avia. Il vous plaît ce nouveau texte ? Le texte a les mêmes faiblesses que la première lecture. Il faut savoir que c'est un texte qui prévoit, grosso modo, que ce qu'on appelle les contenus haineux, dont la liste avait été un petit peu compliquée en première lecture et qui a été précisée, doivent être immédiatement retirés dans les 24 heures par les plateformes. Ouais. Et donc nous dénonçons, en tout cas nous, groupe socialiste, nous dénonçons le risque de surcensure, parce qu'en cas de non-retrait des contenus en question, les sanctions prévues par le texte sont extrêmement lourdes pour être vraiment très incitatives. Donc évidemment, que vont faire les plateformes ? Pour ne pas être condamnées, elles vont nettoyer à tour de bras tout ce qui risque d'amener une condamnation. Et nous, ça nous pose problème. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression ne peut être limitée que par l'intervention du juge. C'est un principe simple. Et donc, nous retenons l'idée qu'il faut pouvoir, bien sûr, parce que personne ne se satisfait de la situation actuelle. Donc oui, il faut pouvoir retirer très vite les contenus qui posent problème. Mais nous proposons, et nous avons proposé en première lecture, et nous reproposerons là en deuxième lecture, que ce soit, s'il y a contestation de l'auteur, si la personne dont on retire l'écrit ne dit rien, très bien. Ouais. Mais si la personne conteste, ce soit très vite le juge des référés qui intervienne pour que le propos soit retiré, mais est-ce que c'est vraiment, par l'intervention du juge. C'est vraiment plus démocratique selon vous qu'un juge puisse contrôler si vous posez cette question, ça m'inquiète. C'est-à-dire que les atteintes à la liberté d'expression ne peuvent être autorisées que par la loi et donc par la vérification par le juge. Vous allez confier demain le fait que votre propos sera censuré ou pas par une plateforme dont vous ne savez rien et qui, en plus, à cause des dispositions du texte, ne voulant pas être condamné à des sanctions financières très lourdes, va faire un nettoyage maximum. Donc chacun doit être conscient de ça. Donc c'est le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, tout en ayant un objectif que nous comprenons
de la proposition de loi. Là où les sénateurs de droite du Sénat majoritaire, eux, souhaitent purement et simplement balayer l'affaire du retrait dans les 24 heures, nous proposons un retrait dans les 24 heures, mais encadré par le juge. Et la deuxième chose qui nous préoccupe, c'est que ce texte n'exclut pas la presse. Oui. Et nous, ça nous semble un problème, parce que la presse en ligne, c'est quelque chose de très important. Il y a parfois, y compris, des médias qui n'existent qu'en ligne. Et donc, on n'est pas du tout dans le même régime. Pourquoi ? Parce qu'il y a un éditeur dans la presse, il y a un responsable légal. Donc là, on n'est pas dans l'anonymat, dans la nécessité de retirer parce qu'on ne sait pas qui a tenu ses propos. Ouais. Donc, ça nous semble très différent. Et curieusement, pour l'instant, notre amendement n'a pas été repris. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Steve et Laetitia Avia brûlent d'impatience de répondre. Oui, bien sûr. Mais je vais vous répondre rapidement, mais en 3 points. La première chose, c'est que je pense que Marie-Pierre de la Gontrie n'a pas lu la dernière version du texte qui reprenait justement l'amendement qu'elle avait présenté et dont nous avions discuté en commission mixte paritaire. C'est-à-dire que, en effet, on n'avait pas besoin de le préciser et ça fait du droit bavard, mais autant le dire. Lorsque l'on retire, voilà, c'est du droit bavard. Mais allons-y. Lorsque une atteinte à la liberté d'expression existe parce qu'un contenu a été retiré, bien sûr que le juge des référés peut être saisi pour que l'atteinte, pour qu'il n'y ait plus cette atteinte. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le texte comporte un certain nombre de dispositifs pour lutter contre la surcensure. Déjà, une sanction jusqu'à 4% du chiffre d'affaires si les plateformes ont un comportement de surcensure. La possibilité aussi de saisir le juge en cas d'atteinte à la liberté d'expression et donc de remettre un contenu. Ça, et le contrôle des conditions générales d'utilisation, puisque souvent, ce sont ces éléments-là aussi qui sont utilisés pour porter atteinte à la liberté d'expression par les plateformes. Qui sont utilisés, qui sont le fondement de ce que certains peuvent considérer comme étant une atteinte à leur liberté d'expression. Puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Mark Zuckerberg est en train de faire un tour d'Europe, et donc il a fait une conférence de presse hier, où il a indiqué que pour lui, cette solution de retirer en 24 heures les contenus, ce n'était pas la bonne solution, et qu'il fallait plutôt axer sur le retrait des contenus de manière préventive. C'est-à-dire, avant même qu'ils ne soient publiés, retirer des contenus, donc en quelques secondes. Donc moi, je suis assez interpellée. Mais c'est ce que fait Facebook sur les vidéos sexuelles. C'est exactement, ça disparaît avant même ce que disait Laurent Soli tout à l'heure. Exactement. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on encourage cela. Je suis désolée, mais je n'ai pas envie qu'on encourage un système dans lequel les plateformes censurent, avant même publication, sans que ce soit dénoncé par qui que ce soit, selon leurs critères. Oui, mais le problème, c'est que la vidéo devient virale en quelques heures, et donc même les 24 heures ne suffisent pas, c'est ce que dit Facebook. Ce texte, ce que veut Facebook aujourd'hui, c'est nous dire... On va tout gérer, vous ne verrez rien et vous n'aurez pas de contrôle. Et puis, on ne peut pas faire en 24 heures. En revanche, ce que je trouve assez particulier, parce qu'ils peuvent faire en quelques secondes, mais ils ne peuvent pas en 24 heures. Ma proposition de loi, ça leur dit ce qu'ils doivent retirer, quand et comment. Donc, c'est très important, je pense, que la représentation nationale vienne cadrer l'action des grandes plateformes, puisque aujourd'hui, ce qu'elles veulent faire, pour moi, est extrêmement dangereux. Éric Morin ? Vous savez, les contenus haineux, ils visent des personnes, des vrais gens. Ouais. Si ces vrais gens un jour veulent agir, je ne sais pas ce que c'est que Twitter. Je sais pas assigner Twitter. Il y a même pas d'entreprise française avec une représentation en France. Alors, c'est prévu dans ce texte. Oui, c'est prévu. Mais vous allez leur imposer comment ? C'est-à-dire qu'ils ont déjà leurs règles. Par la loi. Mais par la loi, mais la loi, c'est le droit européen, c'est pas la loi nationale. Donc il y a des vrais problèmes de procédure vraiment importants. Et puis, c'est pas que théorique. Moi, je vais vous donner 2 exemples. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Très rapidement. 2 intervenants. Pendant 12 heures, en France, par Twitter, le syndicat des avocats de France, qui est un des syndicats les plus actifs et surtout en ce moment où les avocats sont en grève, a été suspendu par Twitter, mais pas par des vrais gens derrière Twitter, par une espèce d'algorithme qui a considéré que l'interpellation systématique par le même message d'un compte non certifié chez eux de parlementaires, pour attirer leur attention sur la réforme des retraites, justifier leur suspension. C'est ça, un syndicat qu'on va suspendre par un algorithme, parce que ce n'est pas des vrais gens qui vont suspendre. Ce n'est pas des vrais gens qui vont analyser le contenu haineux. C'est pour ça qu'il faut contrôler. Ça n'existe pas. C'est déjà le cas. Ils n'ont pas le modèle économique pour ça. C'est justement ça qu'il faut éviter. Et moi, je ne veux pas de syndicat interdit. J'appelle pas ça de la censure, de l'atteinte à la liberté d'expression. Une fois qu'ils sont réactivés, ils peuvent continuer. C'est des erreurs humaines, c'est des erreurs d'algorithme qui se corrigent. Et l'atteinte à la liberté d'expression, c'est bien plus grave. C'est s'empêcher sur la durée de pouvoir s'exprimer
jamais, on ne peut pas prendre un cas particulier comme ça et de dire voilà, maintenant on ne peut plus légiférer sur la question. Par ailleurs, la loi allemande, elle existe depuis 2 ou 3 ans. On n'a jamais été capable de nous citer un exemple de personne qui a été censurée par la loi allemande de façon durable. Peut-être qu'il y a eu des erreurs à la marge, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été retirés, qui ont pu republier derrière. C'est pas bien grave. Donc le risque n'est pas si énorme que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas dire que Facebook et Twitter sont cyniques d'un point de vue économique et en même temps penser qu'ils n'en ont rien à faire de savoir que leurs internautes vont être censurés. Et ces gens-là, s'ils sont surcensurés, ils vont aller ailleurs, ils vont aller sur d'autres plateformes. Il y a un risque économique majeur. On est déjà en train de dire que Facebook perd des internautes en France et en Europe et aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment pour aller plus loin que ça? Non, c'est évident qu'ils n'auront aucun intérêt à surcensurer. Un dernier petit point très rapide. Un modérateur, il n'a que quelques secondes pour se décider. Il n'attend pas 24 heures de réflexion. Ça ne changera rien au processus de modération. Ils auront du mal d'aller sur d'autres plateformes dans la mesure où leur stratégie est oligopolistique. WhatsApp, c'est Facebook, par exemple. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce sont des oligopoles et on est prisonnier de ces oligopoles. Le vrai sujet, c'est de pouvoir monter au niveau européen. C'est une législation européenne. C'est la directive et Thierry Breton a fait des mises en garde. Voilà, et d'ailleurs la Commission européenne a émis un avis très négatif à cette disposition de la PPL. Des observations, ce n'était pas un avis. Très négatif. Maintenant, je souscris complètement à la volonté de Laetitia Avia qui est de dénoncer ces propos haineux. Mais pour moi, les moyens ne sont pas ceux-là. Voilà, il existe déjà la législation. Et on aura l'occasion d'y revenir. Merci, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. La suite de LPL, c'est notre match des idées et notre autre grand débat. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour analyser, questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur la réponse d'Emmanuel Macron face au communautarisme. On en a eu un petit aperçu aujourd'hui, mais juste un aperçu parce que son déplacement à Mulhouse n'était qu'une première étape. Il y en aura d'autres la semaine prochaine et un discours clair sur le sujet après les municipales, pas avant. Il prend donc encore du temps, Emmanuel Macron, il égrène des pistes, des mots. Ne dites plus d'ailleurs communautarisme, mais plutôt séparatisme. Est-ce que cette nouvelle sémantique clarifie la ligne présidentielle? A-t-il raison de faire les choses par étapes sur ce sujet? #LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également, et comme tous les soirs, en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Steve Jourdain. Oui, des écoles fermées pour cause de dérives fondamentalistes. C'est déjà possible, c'est prévu par la loi Gatel. On en parlera, on fera le bilan de cette loi avec la sénatrice UDI Françoise Gatel dans un instant. A tout à l'heure, Steve, mais d'abord notre match des idées spécial municipal comme tous les mardis. Confrontation de points de vue ce soir entre Jad Zahab et Anne-Charlène Bézina. On va d'abord revenir sur cette campagne complètement chamboulée à Paris. Les cartes semblent totalement rebattues et beaucoup de questions se posent. Agnès Buzyn pourra-t-elle ou voudra-t-elle reprendre le programme de Benjamin Griveaux tel quel? Une alliance avec Cédric Villani est-elle possible? En fait, quelle sera sa patte dans cette campagne? On va ouvrir le débat avec nos invités après le sujet de Béatrice Finzan. Elle a un peu moins d'1 mois pour convaincre et imposer le style Buzyn. Pas de programme encore, mais des priorités, sécurité, propreté, apaisement et respect, des thématiques chères à la droite qui s'inquiètent et attaquent. Moi, je considère que Paris, c'est pas une punition. Et moi, je regrette pour les Parisiens que Agnès Buzyn soit une candidate malgré elle. Vous savez, moi, quand j'ai fait le choix de Paris, j'ai fait le choix, un vrai choix de passion, un vrai choix d'envie. Je suis tous les jours sur le terrain, arrondissement par arrondissement, quartier par quartier. Après votre émission, je vais dans le 20e arrondissement rencontrer des locataires qui n'en peuvent plus. À gauche aussi, même constat, Paris se mérite. Le camp d'Anne Hidalgo ironise. Nous sommes très sereins. C'est une candidature qui est d'ailleurs un peu surprenante. Quand on est candidat à la mairie de Paris, il faudrait peut-être déjà avoir rendu quelques services aux Parisiens. Quels services Madame Buzyn a-t-elle rendu aux Parisiens? Avoir mis nos hôpitaux en grève. À part cela, je ne vois pas bien de quoi elle peut s'enorgueillir. Bon, en l'occurrence, elle est candidate à la mairie de Paris, mais je vais vous dire, le fond de l'affaire, c'est que j'attends avec impatience de savoir quel est son projet pour Paris. Concrètement, la nouvelle tête de liste des marcheurs à Paris va s'appuyer sur le programme de son prédécesseur, tout en imposant sa marque. 2 mesures controversées devraient déjà être abandonnées. Le déménagement de la gare de l'Est en banlieue au profit d'un Central Park parisien et le financement d'un apport de 100 000 €
permettant aux classes moyennes d'accéder à la propriété à Paris. Agnès Buzyn souhaite se recentrer sur l'essentiel, éviter à tout prix les polémiques pour rassembler. Lundi, la candidate LREM s'est entretenue avec Cédric Villani lors d'un échange téléphonique. Pas de convergence sans condition. Le mathématicien veut un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour l'écologie ou encore l'ouverture d'un accord de second tour avec les Verts. Problème, les écologistes sont opposés à toute alliance avec la République en marche. Programme à bâtir et arrondissement à trouver. Où Agnès Buzyn se présentera-t-elle? Les 6e et 17e arrondissements de Paris sont pour l'instant pressentis. Ce soir, mais... Et on va en parler, ça commence déjà d'ailleurs avec nous pour le match des idées ce soir. Jad Zahab, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes essayiste et président fondateur du Parlement des étudiants. Anne-Charlène Bézina, bienvenue. C'est une première. Bienvenue à vous, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen. Bienvenue à tous les deux. Agnès Buzyn, c'est une candidate dangereuse. Elle rebat les cartes ou pas, Jad Zahab? Ce qui est certain, c'est que vu les réactions de l'ensemble de ses opposants, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour elle. Benjamin Griveaux, on ne reviendra pas sur les circonstances. Ce qui s'est passé est absolument dramatique et je crois que tout le monde l'a condamné. Ce qui est certain sur le combat parisien, c'est qu'effectivement, que ce soit Rachida Dati ou que ce soit Anne Hidalgo, elles auraient pu se passer d'un changement d'adversaire parce qu'effectivement, un mois avant, ça rebat complètement les cartes. Et Agnès Buzyn, je crois que certaines personnes, quand on discute avec les gens, j'allais dire dans la rue, mais en tout cas avec nos entourages, beaucoup nous disent qu'Agnès Buzyn semble beaucoup plus accessible que Benjamin Griveaux dans l'attitude, indépendamment du programme. Mais ce qui est certain, c'est que ça rebat les cartes. Et j'allais dire, le simple fait de regarder un peu la virulence des attaques qu'elle subit depuis 4 jours montre qu'effectivement, on ne s'y attendait pas et qu'elle peut être disruptive. Ensuite, il va falloir que ça va être une campagne à marche forcée. On a un mois et elle a un mois et ça va être très très rapide. Ça pourrait s'avérer être un bon coup politique finalement, Anne-Charlène Bézina? Un mois, ça va être du sport, ça c'est une certitude. Elle arrive dans les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Elle doit s'installer dans un programme avec des têtes de liste qui ne sont pas les siennes, avec des équipes qui ne sont pas les siennes. Donc il y a quelque chose de psychologiquement assez difficile à assumer, mais elle a l'air d'y aller avec une forme de décision. En tout cas, l'a-t-elle choisi ou non? Ça, c'est la grande question. Mais elle est parachutée ici, elle va devoir faire le job. Sur le fait que ça rebatte les cartes, je pense en tout cas qu'elle a une candidature un peu plus consensuelle. Et le fait de renouveler aussi le visage à quelques semaines, ça peut créer un électrochoc, en effet. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ça peut... Sur la personne et sur ce qu'elle va arriver à remettre, elle a dit qu'elle voulait mettre sa patte. Moi, ça, je ne suis pas persuadée que dans le peu de temps qui lui reste, elle va vraiment arriver à faire quelque chose de différent. Le risque qu'elle a aussi, c'est de nationaliser beaucoup la campagne et donc de jouer son propre bilan ou celui d'Emmanuel Macron. Ça prouve aussi que le parti En Marche est un parti qui n'a pas d'attache locale et qui a donc tendance à parachuter des proches d'un certain cénacle présidentiel. Elle peut souffrir de tout ça, mais il y a cette nouvelle dynamique qui peut lui profiter un temps. Agnès Buzyn, en tout cas, peut-être en main une carte maîtresse que n'avait pas Benjamin Griveaux. C'est une entente possible avec Cédric Villani. Ça a été un petit peu évoqué dans le sujet de Béatrice Finzan. Il y a eu déjà rapprochement téléphonique. Un proche du dissident a déclaré ceci à Reuters. Cédric Villani a posé ses conditions pour envisager d'éventuelles convergences. D'un point de vue programmatique, une demande de concession majeure a été faite sur l'écologie, la démocratie, la métropole. Alors, peut-il y avoir un rapprochement? Écoutez ce qu'en dit le porte-parole de la campagne d'Agnès Buzyn, Sylvain Maillard. C'était hier matin sur Radio Classique. La main a toujours été tendue vers Cédric Villani, mais évidemment, on réfléchit aussi au second tour et de faire en sorte de trouver des convergences pour pouvoir gagner Paris. On ne pourra pas gagner Paris tout seul. Et Cédric Villani est évidemment logiquement un allié puisqu'il vient de notre sensibilité. J'espère que nous nous retrouverons au deuxième tour. Jad Zahab, vous y croyez à ce rapprochement? Écoutez, déjà, ça montre que finalement, les étiquettes politiques n'ont que peu d'importance dans les scrutins locaux. Effectivement, ça va se jouer sur le programme. On disait que Cédric Villani a posé des conditions sur l'écologie, sur le second tour,
j'ai l'impression que c'est un peu tout, parce que l'écologie, c'est au cœur maintenant du programme. Mais j'allais dire, si on prend un peu de hauteur, c'est tant mieux que les propositions écologiques soient tant présentes dans les programmes. On disait qu'Agnès Buzyn allait devoir, j'allais dire, changer les programmes qui avaient été... le programme, de Benjamin Griveaux. On a entendu qu'elle allait renoncer, par exemple, à déplacer la gare de l'Est. C'était pour construire ce fameux Central Park. Quand vous dites on a entendu, ça veut dire que vous avez l'information Non. Les bruits circulent. C'est pas officiel. Non, c'est pas officiel. Les bruits circulent qu'elle choisirait de renoncer à cette proposition-là, de même qu'un certain nombre de propositions, par exemple les 100 000 €, le prêt que la ville de Paris... Oui, ce qu'on appelle les propositions un peu baroques de Benjamin Griveaux, mais elle pourrait s'en débarrasser au profit d'un rapprochement avec Cédric Villani. Par exemple, je reviens sur l'écologie, puisqu'on Cédric Villani mentionnait cela. Effectivement, cette proposition de déplacer la gare de l'Est, ça avait une volonté de planter des milliers d'arbres. Peut-être qu'on peut construire une autre écologie, c'est peut-être celle d'Agnès Buzyn, une écologie plus pragmatique. Ce qui est certain, c'est que quand Sylvain Maillard, député de Paris, dit que Cédric Villani est un allié naturel, oui, pourquoi pas. Ensuite, on voit bien la spécificité de ce scrutin. On en parlera peut-être dans le reste de l'émission sur les écologistes ailleurs en France. La spécificité du scrutin, c'est bien le programme et non les logiques d'appareil. Donc là, tout est ouvert en fait. Et là, ça changerait quand même la donne, non? Un rapprochement Villani-Agnès Buzyn. Précisément, moi je suis pas sûre d'être complètement d'accord sur le fait qu'il y a peu d'étiquettes politiques dans ce type de scrutin, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que le rapprochement Villani, l'éventuel rejet des deux mesures qu'elle a qualifiées d'un peu pharaoniques, c'est plutôt quelque chose qui prouve qu'il y a le feu au lac. Elle a besoin de rassembler son camp. Et je pense que justement le choix de sa candidature et le peu de temps qui lui reste prouve qu'on a besoin d'avoir une espèce de ligue en marche. Et moi je crois que c'est totalement partisan ce qui se passe justement autour de Villani. C'est qu'on a besoin de montrer qu'on est une famille unie après tous les désaccords. Il faut rappeler quand même qu'Agnès Buzyn avait dit qu'elle ne serait pas candidate le vendredi matin aux côtés de Benjamin Griveaux, et que son nom avait circulé, qu'il n'y avait pas eu d'évidence finalement sur ce candidat En Marche. Donc moi ce que je crois, c'est que là, il faut faire bonne figure et il faut montrer que la famille est unie. Donc l'écologie, les concessions de Villani prouvent plutôt qu'il est, à mon avis, en position de force. Alors, vous disiez qu'il n'y a pas eu d'évidence. Je pense que c'est malgré tout quand même ce qu'on voit là, l'échec un peu du parti En Marche. Vous disiez tout à l'heure, le parti n'a pas d'ancrage local. On a quand même une commission d'investiture qui avait voté, je crois, à l'unanimité pour Benjamin Griveaux. Monir Majoubi, ancien ministre, avait eu 0 voix. Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée, avait aussi eu 0 voix. Et on se rend compte que ce choix n'est finalement pas du tout consensuel. Après, effectivement, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, comme vous le dites, peut-être que ces deux propositions mises de côté seraient un signe vers M. Villani. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que l'appareil, le parti En Marche, qui fait face à une première échéance à Paris, puisqu'il n'existait pas il y a encore 3 ans, est confronté aux dynamiques de terrain. Et ce qui est certain, c'est que tout va se jouer dans les prochaines semaines avec une issue qui n'est pas encore à cette heure construite. Voilà pour Paris. Allez, deuxième thème de ce match spécial municipal, la situation à Lyon maintenant, où les choses sont peut-être en train de se compliquer un petit peu pour Gérard Collomb. Selon un sondage BVA pour Mac de Lyon, l'actuel maire reste en tête pour prendre le fauteuil de président de la métropole, mais il est suivi de très près par Europe Écologie Les Verts. 23% d'intention de vote, 20% pour Bruno Bernard, candidat écolo. David Kimmelfeld, le dissident LREM, est à 18%. 14% pour le sénateur LR, j'espère que vous avez eu le temps de le voir, François-Noël Buffet. S'agirait-il de l'élection de trop pour Gérard Collomb? On va demander à Michèle Vullien ce qu'elle en pense. La sénatrice centriste du Rhône est en salle des conférences avec Steve Jourdain. Oui, madame la sénatrice, bonjour. Les sondages indiquent que les choses seront sans doute beaucoup plus compliquées que prévu pour Gérard Collomb à la métropole. Qu'est-ce que vous en pensez? D'où vous sortez ce sondage? Est-ce que c'est la fin de l'ère Collomb à l'Union? Mais pourquoi voulez-vous que ce soit la fin d'une ère? C'est une continuité, au contraire. Je pense que Gérard Collomb a été un excellent président. Il a montré aussi sa capacité à être ministre de l'Intérieur. Et je pense que Gérard Collomb, il n'est pas seul. Il est avec des équipes qui ont été sans cesse renouvelées depuis son élection en 2001. Donc moi, je pense que c'est une continuité. Il a mené cette métropole vraiment à un niveau européen. Cette métropole qui avait finalement le précurseur, ça avait été Raymond Barre, le président qui n'était pas encore la métropole, mais qui était le Grand Lyon en 95, et avec cette vision qui soit une métropole européenne. Alors vous êtes sur la liste de Gérard Collomb, si j'ai bien compris. Sur une des listes, oui, sur la circonscription qui s'appelle la circonscription M. Est-ce que Gérard Collomb, après son passage au ministère de l'Intérieur, n'a pas trop droitisé son image? Écoutez, je pense que Gérard Collomb, ça a toujours été un centriste.
Donc elle n'est pas plus de droite ou de gauche. Je pense qu'il était macroniste avant même Macron. D'accord. Et donc vous pensez que cette ère n'est pas terminée, qu'il va continuer, en tout cas vous l'espérez? Oui, et je suis tout à fait confiante parce que c'est quelqu'un qui a de la vision, qui a su montrer cette vision au fil des années et qui, comme je vous l'ai dit, est entouré de gens plus jeunes, de gens plus âgés, et vraiment de gens qui ont envie. Il est sur le terrain. Et justement sur le terrain, est-ce que vous ne ressentez pas l'émergence d'un front anti-colon justement? Sincèrement, je n'ai pas cette impression, parce que j'ai été récemment sur un marché avec lui dans une commune qui est plutôt une commune de droite. Donc il était plutôt perçu à Lyon, lui, comme un homme de gauche, mais au fil du temps, les gens ont bien vu que c'était quelqu'un de très équilibré et de plutôt centriste, et il y avait un très très bon accueil. Merci beaucoup à Madame la sénatrice d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Merci beaucoup, Steve. Une réaction, Anne-Charlène Bézina? On a le sentiment qu'elle est un peu coupée de toute réalité hors de celle de son terrain et de son candidat, mais c'est une chose relativement saine quand on fait partie d'une campagne. Le fait de savoir si Gérard Collomb a perdu quelque chose en partant au ministère de l'Intérieur, ça lui semble totalement étranger. Moi, je crois qu'on a quand même une question qui se pose là-bas avec ce scrutin municipal, dans le sens où... Alors, moi, je crois que la coalition justement des frontistes ne fera pas forcément le score qu'elle escompte, mais je pense que ça va avec un certain mouvement qu'on a pu qualifier de dégagisme, justement, avec cette idée qu'on a envie de renouveler la vie politique. Et Gérard Collomb, en ayant quitté ses attaches, et avec aussi ce côté, bon, voilà, vieux loup de la politique, peut, à mon avis, subir en tout cas... Peut-être qu'il remportera cette élection, mais il va être tensé par ce mouvement de renouvellement. Et peut-être qu'il aura même des concessions à faire, à mon avis, pour parvenir à quelque chose de consensuel. Jadzab, vous êtes d'accord? Oui, complètement d'accord. La sénatrice qu'on entendait à l'instant parlait de continuité en disant qu'il était élu depuis 2001. Donc si mes comptes sont bons, ça fait à peu près 19 ans. Et elle disait par ailleurs aussi qu'il était peut-être un macroniste avant l'heure, mais je crois que le principe même du macronisme, ça a été en 2017 de dire la classe politique qui nous dirige depuis un certain nombre d'années, il faut qu'elle laisse la place à des jeunes. Et donc on a eu 300 députés qui n'étaient pas en politique, on a un président de la République qui n'avait jamais été élu. Donc peut-être que Gérard Collomb, il est en fait victime de ceux qu'il a fait nommer ministre de l'Intérieur à l'époque quand il a créé avec En Marche, avec M. Macron. Il n'a pas rechigné à s'entourer de ces vieux de la politique. Non, très clairement, mais il avait besoin de, si je peux me permettre. Alors, il en a eu besoin un temps, puis là il en a plus besoin. Merci, au revoir. Je crois qu'on a fait du nouveau avec de l'ancien, si vous me permettez. Je ne vais pas qualifier le président de l'Assemblée, M. Ferrand, d'ancien, mais autour d'Emmanuel Macron, on a quand même Richard Ferrand, Gérard Collomb qui sont là depuis très longtemps. Et je crois peut-être que Gérard Collomb va subir, entre guillemets, en tout cas peut subir, ce que la France a connu en 2017. Et il faut quand même rappeler que l'élection à Lyon est très spécifique parce qu'on a une élection à la ville et on a une élection à la métropole. C'est la loi MAPTAM qui a créé, j'allais dire, à Paris, Lyon et Marseille, un mode d'élection un peu spécifique, puisqu'à Lyon, pour les municipales, on élit par arrondissement et on a un scrutin direct pour la métropole. Il se trouve que Gérard Collomb était président de la métropole et maire de Lyon avant d'aller au ministère de l'Intérieur. Et quand il est revenu, entre-temps, forcément, son premier adjoint, M. Kimmelfeld, a pris la présidence de la métropole. Et donc, aujourd'hui, son premier adjoint est candidat face à lui. Et donc, on a en fait ce qui se passe, et je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe à Lyon, ça se passe aussi à Lille, où on a un candidat En Marche investi et une dissidente. Et donc, ça revient malgré tout à la problématique. Comment est-ce que ce parti s'est préparé aux échéances municipales? Est-ce qu'on n'est finalement pas en train d'assister, avant même les élections, j'allais dire, à l'éclatement de ce mouvement? Et donc, on nous disait qu'on voulait construire un parti ancré, mais peut-être qu'on est en train de faire l'inverse avec ces candidatures dissidentes. Elles sont violentes, les critiques. Le JDD a recueilli pas mal de témoignages assez sévères des adversaires politiques de Gérard Collomb. Je vous en cite quelques-uns. Collomb a une vision obsolète de la protection du climat. Pour lui, le progrès va tout régler. C'est une critique de Bruno Bernard, le candidat écolo. La maison Collomb peut s'effondrer. Il sent le danger et perd un peu pied, dit un autre adversaire. Gérard ne perçoit plus comment on entre en résonance avec la société, a même ajouté Georges Képé-Népion, candidat sans étiquette et ami de Gérard Collomb depuis plus de 40 ans. Alors lui, Gérard Collomb, il balaye ça d'un revers de main. Et vous allez voir, il répond ça toujours au JDD. C'est dans le microcosme qu'on a cette espèce de front anti-Collomb. Dans le public, je sens une adhésion. Les gens ont vu qu'avec moi, leur ville avait bougé. Pourquoi vous riez ?
C'est ce sentiment qui est assez original dans le sens où on a le sentiment qu'il peut sentir un peu ce qui peut l'arranger. Ça fait partie du discours politique. Et c'est bien d'être optimiste et ça fait partie aussi de son job avant tout. Je crois néanmoins qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit aussi. Il y a une différence entre l'assentiment populaire et ce que les cadres peuvent ressentir et surtout ce qu'ils peuvent avoir intérêt à dire aussi aux journaux ou sur le renouvellement de la vie politique. Néanmoins, sur la question de... Est-ce que c'est la bonne candidature ou est-ce que c'est la candidature de trop ? Il va devoir se mesurer comme tout maire sortant à son propre bilan. Et je crois que c'est vraiment ça, l'échéance qu'il a, c'est les promesses qu'il a faites en 2014. Cette métropole, il faut le dire, c'est un peu la sienne. Est-ce que... Et le bilan, il est négatif ? Pardon ? Le bilan, au contraire, à mon avis, en tout cas tel qu'il est ressenti, il est plutôt positif. Donc, il peut y avoir cet assentiment populaire, mais... le risque aussi de se confronter à la nouvelle génération avec cette problématique du bilan ministériel également. C'est-à-dire, j'ai quitté la vie locale pour montrer qu'il y avait besoin d'un renouvellement et on peut lui faire ressentir que ce renouvellement, il est là. Il y a quelque chose de tout bête dont on s'est rappelé au moment de préparer ce dossier, c'est que c'était Gérard Collomb, le Vélov, le premier Vélib que Paris a... Mais c'est Lyon qui a inventé le système de ce vélo écolo. Mais très clairement, c'est pour ça qu'il n'y a pas que du négatif et peut-être bien loin de là. Je ne connais absolument pas les dossiers locaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a un bilan donc qui va être jugé sur pièce, j'allais dire. On mentionnait tout à l'heure le fait qu'il a été ministre de l'Intérieur et que peut-être son bilan un peu droitier serait en jeu. C'est un avis personnel, mais je crois très sincèrement que la loi Asile-Immigration que le Parlement a votée sous sa tutelle quand il était ministre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas de gauche. On a restreint les délais pour les demandes d'asile. Et ce qui est, j'allais dire, peut-être un clin d'œil de l'histoire, c'est que là, le 4e, vous le mentionnez dans le sondage, c'est LR, c'est les Républicains, le candidat Les Républicains. Et donc, peut-être qu'il va finalement devoir s'allier avec la droite. François-Noël Buffet. Tout simplement parce que les écologistes, on le disait pour Paris tout à l'heure, mais c'est vrai aussi, ne veulent pas s'allier avec La République En Marche. Donc, effectivement, les Lyonnais et les Lyonnaises, mais pas que pour la métropole, puisque je crois qu'il y a un peu plus de 50 communes dans la métropole, vont voter à la fois sur le bilan, mais aussi et surtout sur la personnalité, parce que quand on élit un maire, c'est pour 6 ans, et on élit quelqu'un, j'allais dire, quand c'est Lyon, c'est quelqu'un d'envergure nationale, parce qu'il y a un certain nombre de sujets très importants. Et je pense que le problème de Gérard Collomb, c'est aussi qu'il se présente à la métropole et non à la mairie, ça prouve aussi la faiblesse de l'étiquette En Marche, c'est-à-dire qu'il a un petit peu étiqueté le candidat qui lui semblait le bon pour pouvoir garder son assise aussi sur sa ville, et peut-être que c'est ça qui peut déjà un peu révolter les cadres du parti et révolter aussi un petit peu la population, c'est qu'il y a non seulement l'homme, mais il y a également le parti. Et là, ça prouve aussi le caractère un peu artificiel du rattachement, et ça peut peser, en tout cas, dans le bilan négatif qu'il peut avoir. Mais d'ailleurs, je suis allé voir juste avant cette émission le site internet du candidat Yann Cucherat, qui est donc le candidat En Marche à la mairie, et le site internet, c'est gérardcollomb.fr. Là-dessus, les téléspectateurs peuvent aller vérifier en direct. Effectivement, c'est le site internet de Monsieur Collomb. Donc il y a un mélange des genres. On a l'impression qu'en fait, on veut aller à la métropole, mais que c'est comme si, finalement, on allait aussi à la mairie. Donc là, pareil, est-ce que finalement, le nouveau monde, c'est bien pour les autres, mais pas pour soi. Monsieur Collomb, il avait jusqu'ici de grandes fonctions. Peut-être qu'il va affronter les citoyens, et on est en démocratie. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas plus bel instrument de légitimation que l'élection. Donc s'il n'est pas réélu, c'est que peut-être qu'il faudra tirer les leçons de cet engagement politique qui n'est pas court. 19 ans, c'est presque mon âge. Il a eu le temps de... Non, je me rajeunis un peu, c'est mon anniversaire bientôt, j'ai peur de prendre un an. En attendant, il est en tête des sondages. Mais c'est presque une vie entière, 20 ans, en tout cas une partie de vie. Donc si c'est fini, il faut savoir aussi se retirer. Et peut-être rappeler un tout petit point sur le scrutin métropolitain dont vous avez parlé. Victoire de Gérard Collomb pressenti. Dans tous les cas, c'est un scrutin qui va amener à des recompositions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être... c'est pas du scrutin majoritaire à la présidentielle ou la législative comme nous, on la connaît sous la Ve République. Donc, recoloration verte, ça semble quand même assez certain, là aussi. Allez, 3e thème de ce match des municipales, on redescend encore d'une petite échelle puisque les divisions touchent aussi Europe Écologie Les Verts. Le parti se déchire à Montpellier. C'est Coralie Mention qui a été investie et pourquoi pas la candidate historique locale Clotilde Ollier ? Eh bien parce qu'elle a été jugée trop proche de la France Insoumise. Les deux candidates ont répondu lors d'un reportage à Quentin Calmet et à Jonathan Dupriez. On les écoute toutes les deux. Je suis proche de la France Insoumise et que je l'assume, clairement. Je crois que l'écologie, elle est profondément de gauche, elle est sociale et de gauche. Je pense qu'on ne peut pas faire une écologie qui ne soit
ni de gauche ni sociale. Donc... Non, c'était courageux de changer de tête de liste parce qu'en effet, on se rendait compte qu'elle n'était pas écolo comme nous le pensions. Donc ça a été courageux par rapport au parti de faire ça, de la suspendre pour justement avoir les valeurs qui soient vraiment représentées. C'était important d'avoir une équipe qui représentait vraiment Europe Éco aux Gilets Verts. Voilà, et par souci d'équité, vous connaissez maintenant cette petite habitude que nous avons prise. Regardons ensemble le tableau des autres têtes de liste à Montpellier. Ils sont 11 au total. Europe Écologie Les Verts est encore et toujours tiraillée par son aile gauche. Europe Écologie Les Verts est tiraillée par la gouvernance et par la question de savoir comment ce parti historiquement assez hostile finalement à ce qu'on a pu appeler une culture du leader, comment ce parti va arriver à trouver de l'électoralisme qui peut être qualifié de bas étage, mais des alliances, un positionnement politique, un programme qui va unifier. Je pense que c'est vraiment ça la question d'avenir qui va se poser au nouveau président du parti, mais aussi aux futures échéances. C'est Europe Écologie Les Verts à gauche, à droite, au milieu, indépendant. Il faut savoir aussi que Europe Écologie Les Verts pâtit de, j'ai envie de dire, de cette dictature de la verdure que tous les partis sont amenés à subir. De toute façon, le climat nous gouverne aujourd'hui, il change tous nos mécanismes décisionnels, et donc du coup, il n'est plus vraiment coloré politiquement. Il n'y a pas une petite influence de Yannick Jadot qui a aussi un petit peu brouillé les pistes. Alors, historiquement, Europe Écologie Les Verts a toujours été effectivement plutôt marqué à gauche. Il a tendu des mains vers le centrisme parfois. Du coup, il a brouillé les pistes. Et là, il veut peut-être que son parti définitivement soit totalement décorrélé de la gauche et peut-être de l'extrême gauche. Mais très clairement, pour revenir à ce que vous disiez, je souscris tout à fait au fait qu'aujourd'hui, l'écologie se retrouve dans tous les programmes. Donc, Europe Écologie Les Verts, qui, il y a 30 ans, était finalement le seul parti qui parlait de transition écologique, aujourd'hui est dépassé par sa gauche et par sa droite. Mais là où vous avez ce que vous évoquez est tout à fait vrai, c'est que j'allais dire même, il est tiraillé entre la ligne de Julien Bayou, qui est le nouveau secrétaire du parti, qui était l'ancien porte-parole et qui lui plaide plutôt pour une Europe écologie à gauche, et M. Jadot, qui ces derniers mois est plutôt enivré par les résultats des élections européennes, se voit calife à la place du calife, donc président de la République, et je crois très personnellement que M. Jadot se projette déjà dans les élections présidentielles de 2022 et qu'il essaye de construire... Pour gouverner, si vraiment ce parti vert, ce parti écolo a envie de gouverner un jour, est-ce qu'il n'a pas tout intérêt à effectivement s'ouvrir un peu à tout le monde et surtout se séparer un petit peu de cette gauche? Mais je crois que là-dessus, j'ai pas de réponse, j'allais dire très précise. L'écologie aujourd'hui, elle n'appartient plus qu'à un seul parti, et c'est tant mieux, parce que finalement, c'est un enjeu tellement important que nous devrions réussir collectivement à dépasser les partis. D'accord, mais il y a ceux qui travaillent dessus depuis 30 ou 40 ans, puis il y a ceux qui travaillent dessus clairement, mais depuis je pense 2 que ans. ceux qui travaillent dessus depuis très longtemps devraient être ravis, s'ils ne le faisaient que par pur intérêt, j'allais dire détaché, que l'ensemble des partis se nourrissent de ce sujet-là. Yannick Jadot, c'est très clair, il a une ambition personnelle. Depuis qu'il a fait, je crois, 14% aux élections européennes, qui n'était pas du tout le même type de scrutin, c'était un scrutin de liste, donc pas du tout les mêmes déterminants, il se voit président de la République et donc il essaye de construire un parti plus consensuel. C'est très simple parce que s'il est marqué à gauche et là à Montpellier, France Insoumise, très clairement, il n'a aucune chance de réussir à convaincre une majorité de Françaises et de Français. À noter en 10 secondes que la candidate qui a été dessaisie, j'allais dire, de l'étiquette Europe Écologie Les Verts était en tête des sondages jusqu'à il y a 2 ou 3 semaines. Donc là, on voit bien qu'on est confronté à la dichotomie, si vous me permettez cette expression, entre les logiques de terrain et les logiques d'appareil. Donc Europe Écologie Les Verts, là, est plutôt, j'allais dire, de ce qu'on a envie d'appeler l'ancien monde. Et on verra les résultats, mais on voit très bien ce décalage entre les deux logiques, et les deux se tiennent, mais encore une fois, les électeurs... De transition, de mutation politique, hein, Charlène Buzyn. Oui, mais moi je crois que c'est un mouvement qui dépasse le cas français. C'est-à-dire que l'écologie a maintenant des chances d'être un parti de gouvernement, qu'il s'agisse des législatives ou des présidentielles, ou des municipales ou des régionales. Donc il a raison de se projeter, Yannick. Et donc je pense qu'en se projetant, l'alliance à la gauche, voire à l'extrême gauche, peut figurer comme un poids maintenant, puisqu'il faut montrer que l'écologie est capable de faire de la coalition et capable d'aller là où finalement les chances de gagner vont croissant. Donc moi je crois que c'est une espèce d'européanisation du mouvement que Yannick Jadot a en tête, en se disant qu'il a plutôt envie de ressembler à un parti vert à l'autrichienne qui se prétend indépendant mais qui finalement accepte des alliances de tous bords, en montrant que l'écologie est une question un peu plus universelle. Et moi je crois que ce pari n'est pas inintelligent. Avec beaucoup qui disent quand même
que libéralisme et écologie, c'est totalement incompatible. Et donc, plutôt... Il y a deux écoles de pensée, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je crois encore, ne sacrifions pas les scrutins locaux sur l'autel des logiques partisanes. Je comprends que M. Jadot ait envie de faire de son parti un parti de gouvernement, et non, en soi, tant mieux. Non, je le comprends, mais là, on a des électeurs qui, à Montpellier, potentiels électeurs, placer la candidate en tête. Donc, qu'est-ce qui est plus important, le projet de M. Jadot en 2022 ou les municipales, là, à Montpellier, qui est l'une des 30 dans les plus grandes villes de France? Là-dessus, je regrette encore une fois que peut-être on fasse passer les projets nationaux avant les scrutins. Je vous promets qu'on se reposera la question lors d'un prochain match des idées et on vous réinvitera sur ces sujets. Merci infiniment en tout cas à tous les deux d'y avoir participé. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. On va maintenant s'arrêter sur les questions de communautarisme puisque c'était le thème du déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse. On attendait un plan, on attendait une stratégie, on attendait une direction. Il n'y en aura pas, ne comptez pas là-dessus. Notre ennemi est le séparatisme, dit Emmanuel Macron, mais un plan contre l'islam serait une faute profonde. C'est l'une des phrases fortes qu'on retiendra de cette journée, une journée sur laquelle revient Pierre-Henri Holderbaum. Attendu depuis des mois par la droite, Emmanuel Macron était en déplacement à Mulhouse afin de dévoiler son projet contre le communautarisme qu'il préfère nommer séparatisme. Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Dans la République, on ne peut pas accepter que quelqu'un refuse d'être soigné ou éduqué par quelqu'un parce que c'est une femme. Dans la République, on ne peut pas accepter la déscolarisation pour des raisons religieuses ou de croyance. Dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. Pour Emmanuel Macron, il y a 4 points à régler. Lutter contre l'influence étrangère, mieux organiser le culte musulman, ainsi que lutter contre les manifestations séparatistes. Et surtout, réaffirmer la présence de la République dans certains quartiers. Pour Bruno Retailleau, Emmanuel Macron a tardé à prendre le problème. C'est extraordinaire parce qu'il aura fallu 3 ans à Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu président de la République, pour faire le choix de la terminologie. Communautarisme, séparatisme islamique, alors qu'on est en train de perdre la bataille précisément contre l'islamisme. Moi, je vais vous dire ce qu'il va faire cet après-midi, Emmanuel Macron. Il va faire ce qu'il fait de mieux, d'ailleurs. Ce qu'il fait depuis 3 ans, il va faire un discours. C'est que du blabla, quoi. Écoutez, en tout cas, où sont ces actes ? Plus tôt dans la journée, le président de la République a rencontré les habitants de Mulhouse. Pour certains, ils ne voient pas la venue du président par hasard à quelques semaines des municipales. Je voulais pas, ça fait des mois qu'on me dit vous attendez. Le plan, la stratégie, je le sais bien, moi je suis pas candidat au municipal, je vous rassure. Le président de la République s'exprimera à nouveau sur ces sujets dans les semaines à venir. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Jacqueline Eustache-Brinio, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise, membre de la Commission des lois. Pascal Savoldelli, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur communiste du Val-de-Marne, membre de la Commission des finances. Driss Etazaoui, bienvenue. Vous êtes vice-président modem de la communauté d'agglomération Évreux-Porte de Normandie, vice-président de l'Association des maires des villes et banlieues. Vous êtes sur la liste LR de Guy Lefranc. Donc on va regarder, les téléspectateurs en ont l'habitude maintenant, les têtes de liste à Évreux, les voici, par souci d'équité toujours, bienvenue, évidemment. Sophie Rérardi, bienvenue. Vous êtes directrice fondatrice du Centre d'études du fait religieux contemporain. Merci à tous les 4 d'être ici. On a compris, au fil de la journée, que ce déplacement à Mulhouse d'Emmanuel Macron n'était finalement qu'une toute petite première étape d'un plan de lutte contre le communautarisme ou le séparatisme. On reviendra tout à l'heure sur le choix des mots. Est-ce que quand même, Jacqueline Eustache-Brinio, vous vous félicitez que le président, j'allais dire, s'attaque au sujet, se penche sérieusement sur le sujet ? Que le président s'attaque au sujet, on ne peut pas lui reprocher de s'attaquer à ce sujet. En tout cas, nous, ça fait quand même un petit moment qu'on dit qu'il faut s'y attaquer. Alors, pas depuis 2 ans et 3 ans. Hein. C'est un problème qui est quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire, beaucoup plus ancien que depuis 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, que le président veuille s'exprimer, mais donner surtout une ligne, un objectif, ça, c'est important. Moi, j'ai écouté les 2 tiers de la conférence qui a été un petit peu tardive, donc je n'ai pas écouté la fin. Ouais. Rien. Un beau discours.
rappeler ce qu'était la laïcité, rappeler ce qu'était la République. Mais enfin, on n'avait pas besoin du président de la République pour ça, tout le monde le sait, tout le monde s'accorde à dire que c'est essentiel. Donc aujourd'hui, en tout cas, s'il a une ligne et s'il a des objectifs, moi je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas compris. Voilà. Donc, mais qu'il en parle, c'est bien. Que nous en parlions collectivement, parce que c'est quand même... c'est pas. Il met le sujet sur la table. Qu'ils mettent le sujet sur la table, mais enfin, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, on est quand même allé assez loin dans la problématique. Donc je pense que c'est important de le faire, mais si on le fait que comme ça, on ne va pas aller loin. On ne va pas régler beaucoup de problèmes si on n'en parle que comme ça. Pascal Savoldelli, vous partagez cet avis assez critique de ce déplacement qui n'a débouché finalement sur aucune annonce, ou peut-être une que je vais citer, la fin progressive des imams détachés envoyés par d'autres pays. Voilà l'annonce forte de la soirée. Écoutez, de ce que j'ai pu voir des images, les habitants de Mulhouse lui ont parlé au président. De tout, sauf de séparatisme, sauf de communautarisme. Et je trouve que le président de la Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que c'est effectivement un déjà des poser la faits question marquants de cette à journée. celui qui fait la novlangue, ce que j'appelle moi. C'est-à-dire, vous voyez, on est sur des nouveaux concepts, une nouvelle sémantique. On y viendra tout à l'heure si en vous parlant voulez du bien. séparatisme. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont autant cultivés que moi, ils savent tous que le mot séparatiste, il a une origine extrêmement politique. Et si ça ne vous embête pas, on en parlera dans un deuxième temps. Sur, Ça m'embête pas. sur ce qu'il a dit aujourd'hui aux habitants, sur ces déplacements, ces bains de foule, ces selfies, est-ce que pour vous, il met un sujet sur la table et il le met de manière habile? Écoutez, moi, je trouve que là, ça me désespère. Quoi donc? Le fait que le président de la République essaye de façon un peu remaniée, avec un nouveau mot, c'était communautarisme, non, c'est séparatisme. Vous y revenez. Essayer, mais non, mais c'est lui que je respecte ce Oui, qu'il bien dit. sûr, bien sûr. Non, de vraiment d'être lui dans une forme de communautarisme qui vient de prendre encore, j'irais dire, dans le dialogue avec les gens de Mulhouse, mais il aurait pu aller dans n'importe quelle ville de France. Il y a un décalage entre, voyez, les choix de sa politique. On pourrait parler de la redistribution, de l'école, des retraites. Regardez. Vous voyez bien ce qui se passe dans le pays. Ça gronde, il y a une colère. Mais c'est pas le sujet. Il y a un manque de légitimité. C'est pas le sujet de ce soir, et surtout, donc, ça fait des mois il vient faire un petit tour à Mulhouse, c'est de la com. C'est de la com avec tous les dangers que ça peut comporter, mais on va en débattre. Driss Etazaoui. Je vais avoir un propos un petit peu plus nuancé. Et effectivement, on attendait depuis déjà un certain temps que le président de la République s'exprime sur le sujet. On l'a poussé pour qu'il s'exprime. Aujourd'hui, il le fait. Il commence à le faire. Et il donne le ton. Pour moi, c'est un discours qui donne le ton. On a assisté à un discours apaisé, et de mon point de vue, un discours qui réconcilie nos concitoyens entre eux. Ce qui n'était pas le cas, rappelez-vous, il y a quelques mois, où on a assisté quand même à un certain nombre de sujets. Rappelez-vous les signaux faibles de radicalisation par le ministre de l'Intérieur, ce qui avait provoqué une bronca au sein de la communauté musulmane, des manifestations, des regroupements, etc. Et là, on a un président de la République qui revient sur la scène et qui réconcilie les concitoyens entre eux. Il le fait comment? Il dit d'abord, ma définition de la laïcité, dans l'esprit et dans le texte, c'est celle-ci. Il est libre à chacun de croire ou de ne pas croire, conformément à la loi de 1905. On est loin des idéologies, on est loin de celles et ceux qui portent ou qui érigent la laïcité Donc comme un dogme. Donc un ton juste, un ton équilibré, rassembleur. Un ton qui réconcilie, c'est le premier sentiment en tout cas que j'ai. Et ça, c'est important parce que c'est un signal fort qui est donné à la communauté nationale. Sophie Rérardi, vous êtes d'accord? Oui, je serais assez d'accord parce qu'il me semble qu'on demandait au président de la République de parler. Donc, il parle, mais il ne fait pas d'annonce. Alors, donc, on dit, du coup, il n'a rien dit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que dire que la République a fait des promesses et qu'elle ne l'a pas tenu, ces promesses, à l'égard d'un certain nombre de quartiers aussi, de catégories de la population, eh ben, c'est assez fort de reconnaître ça. C'est-à-dire que c'est de dire, la République, c'est pour nous tous, c'est pour tout le monde. Ça, c'est en ce sens rassembleur. Faire de l'islam une sorte d'ennemi, ça serait une faute terrible. Je pense que c'est important que le président de la République, qui représente les institutions et donc l'équidistance de l'État vis-à-vis de toutes les religions qui sont présentes sur le territoire, c'est pas rien. Voilà, ce sont des phrases qui sont institutionnellement fortes. Donc pour alors, vous, il pas d'annonce. y a finalement peut-être un ton, un cap, une direction. Jacqueline Eustache-Brinio, il y a cette phrase forte, notre ennemi est le séparatisme, mais un plan contre l'islam serait une faute profonde. D'abord, il n'y a pas d'annonce, mais il y a des phrases. Oui, non, mais le séparatisme, pour moi, c'est pas le mot qu'il y a. Le séparatisme basque, breton, c'est du séparatisme politique. Donc bon, voilà. Donc
Que le président ne veuille pas dire communautariste, islamiste, c'est son sujet, c'est son problème, mais on parle que de ça. Non, mais attends, je finis. Je finis. Non, mais je finis juste ça, parce que c'est important les mots. C'est important. Mais on y viendra. Il y a tout un chapitre sur le sujet. Je vous promets qu'on y viendra. Non, mais je voudrais finir là-dessus, parce que moi, la réconciliation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les Français, moi, je suis issue d'un quartier très populaire et ma mère y vit. Il n'y a pas de réconciliation à écrire. Les gens qui respectent les lois de la République et qui vivent dans les lois de la République, qu'ils soient athées, musulmans, catholiques ou rien du tout, ils vivent bien ensemble. Ils vivent bien ensemble. Ils n'ont pas besoin d'être réconciliés parce qu'ils vivent bien ensemble dans les quartiers populaires. Quand ils vivent sur les mêmes codes sociaux et quand ils respectent la République. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand une partie de la population veut mettre la foi avant la loi et ne respecte pas les codes de la République. C'est là où il y a un problème. Donc voilà, c'est là, il n'y a pas d'autre problème. Les gens qui soient d'origine, quelle que soit leur origine, quand ils partagent les mêmes codes et quand la République est là et qu'ils partagent les valeurs de la République, il n'y a pas besoin de les réconcilier parce qu'ils vivent ensemble. Et ils ont besoin de personne pour vivre ensemble. Mais c'est important de le dire. Voilà. Et donc, il y a effectivement, et personne ne peut le nier, une partie, certes pas une majorité, mais qui tend quand même à être de plus en plus importante. Si aujourd'hui le président, il réagit, c'est que quand on regarde le nombre d'enfants qui sont déscolarisés, il y en a de plus en plus. Enfin, il y a une vraie problématique pour ces enfants qui sortent de l'école, par exemple. Donc on ne peut pas nier ce qui se passe, et je pense que c'est important d'en parler, mais de trouver des axes, des solutions courageuse. Et évidemment, ça va pas être facile. Alors, revenons sur l'importance des mots, puisque vous avez très envie d'y venir. Et vous avez raison, c'est un vrai sujet. Au cours de cette journée, le chef de l'État a au moins confirmé un point précis, c'est que lui, il préfère le mot séparatisme au mot communautarisme. Écoutez. On ne l'a pas. On n'a pas l'extrait sonore d'Emmanuel Macron qui revient régulièrement sur le mot séparatisme. On l'écoute. On l'a. Qui prenait de sortir de la République avec des choses qu'on voyait, la déscolarisation, des influences extérieures. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle le séparatisme. Je suis pas à l'aise moi avec le thème de communautarisme parce qu'on peut on est dans la nation française, on peut se sentir des identités multiples si on respecte les lois de la République et on est tous dans la nation. On doit lutter contre le séparatisme. Il y a aussi des problèmes de séparatisme. Pour lutter contre la grande délinquance et ce que j'appelle le séparatisme, et aussi pour aider à la reconquête éducative et économique. Alors, on a entendu ce que vous pensiez de cette distinction entre les mots séparatisme et communautarisme. Sophie Gérardi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il a raison? Il redéfinit les choses? Il me semble qu'il précise les choses, parce que communautarisme, c'est effectivement très très large. Ça peut représenter l'amicale des Aveyronnais, ça peut représenter les Basques, ça peut représenter des minorités sexuelles, ça peut représenter des tas de gens. Et en réalité, ça vient plus des États-Unis, des campus américains depuis les années 70, que de je ne sais quel monde islamique fantasmé. Donc le communautarisme, c'est vraiment le chapeau est large, quoi. Il y a beaucoup de monde là-dessous. Donc si on veut viser spécifiquement un islamisme politique assez intrusif qui essaye de marquer les gens physiquement par des vêtements. Et de les séparer. Et de les séparer, de marquer un groupe d'impurs, enfin des gens qui ne participent pas à la pureté idéale qui serait définie dans la religion. Eh bien, ces gens-là qu'on peut appeler sectaires, parce que ça correspond peut-être davantage à ce qu'on connaît comme sectarisme, les appeler politiquement, comme vous disiez, madame, des séparatistes, moi, ça me satisfait plutôt. Je trouve que c'est plus clair. Pascal Savoldelli, alors, vous vouliez vous exprimer sur ce point. Pour vous, séparatisme, communautarisme, ça a du sens? Je suis d'accord avec madame. Ce qui est important, je pense, qu'on pourrait rappeler ensemble ici, et donc le président doit en être le garant, c'est que la loi qui prévaut la vie collective, ce qui est l'organisation de notre société, ne peut pas se référer à un terme religieux, quel qu'il soit. Voilà. C'est extrêmement simple. Une fois qu'on a dit ça et qu'on met les actes en fonction de ce qui nous fait être nation, être république et être aussi une terre d'accueil assez exceptionnelle, puisque on n'est pas un accueil par le sang, on est une terre d'accueil exceptionnelle en France. Donc moi, voilà. Mais
écoutez, je me demande, ouvrir le débat, bon, peut-être qu'on peut se satisfaire les uns et les autres par nos y compris on dit que sur ce débat, les mots sont sur des mots. Le choix Mais excusez-moi, mais par exemple, un président de la République à Mulhouse vient de nous dire qu'il préfère ce mot-là parce qu'il y a un problème de déscolarisation. Donc, il faut s'occuper de la scolarisation. Oui, par exemple. Non, mais voilà ce qu'on entend. Voilà les questions sur lesquelles il faut. On peut avoir des mots fort sympathiques, avec, vous voyez, des formulations les plus acceptables. Oui, madame, si je le pense, je le dis. Non, c'est une question. Mais j'essaye d'être factuel. C'est-à-dire qu'on a des débats, nous avons peut-être des avis différents, nous cherchons aussi ce qui nous est commun. Et par exemple, ma collègue peut vous le dire, nous avons voté un projet de loi de finances où a été diminuée par 2 l'aide de l'État à la vie associative. Excusez-moi, mais ça a des conséquences dans la vie des quartiers, dans la scolarisation. C'est des associations cadeaux devoirs. Donc il a beau vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il faut faire très attention parce que nous parlons à aussi une grande partie de notre population qui est en réelle souffrance. Les mots, c'est peut-être accessoire, Driss et Tazaoui. Juste un mot. Notre pays est traversé par une vague successive de conflits sociaux, de conflits culturels, de conflits identitaires et culturels. Et de dire que notre pays n'a pas besoin d'être réconcilié, c'est ignorer la réalité de ce que traversent nos concitoyens. Alors, faut-il être au Sénat pour ignorer ces réalités-là et avoir les pieds ancrés dans le quotidien pour s'apercevoir qu'effectivement, le président de la République, garant de la nation, a besoin de réconcilier nos concitoyens? Je mets ça sur la table, je dis ça et en même temps je ne dis rien. Sur le glissement sémantique, et c'est assez marrant parce qu'en venant ici, j'étais pas d'accord avec le mot communautarisme. Et j'y préfère de loin le mot de séparatisme. Parce que vous l'avez dit, et à juste titre également, que le concept de communautarisme est plutôt flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et on y met tout ce qu'on veut dans ce concept-là. Vous savez, aujourd'hui, nos concitoyens, sur les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, on assiste à un communautarisme que j'appelle par affinité. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'aller faire ceux qui leur ressemblent, parce qu'ils pratiquent la même langue d'origine, parce qu'ils consomment de la même manière, etc. Mais c'est un phénomène à l'étranger auquel vous assistez. La communauté française au Maroc, par exemple, y est très forte et elle arrive à se retrouver, à se regrouper à travers des clubs, des associations, etc. Même des écoles, on retrouve. Et on ne parle pas de communautarisme pour autant. C'est pas pour ça que c'est bien. Moi, je pense qu'on doit faire corps dans la République, que la nation est une et indivisible, et que, en cela, nous, décideurs, parlementaires, élus locaux, État, nous portons une grande responsabilité. Je le vois dans l'attribution, par exemple, des logements sociaux, dans les cartes scolaires. Nous contribuons, malgré nous, d'année en année, à concentrer les mêmes difficultés, les mêmes cultures dans les mêmes endroits. Et c'est comme ça qu'on construit du ghetto. Et je pense que le président de la République l'a rappelé, notamment à travers l'accès aux droits et la lutte contre les discriminations, de dire, attendez, il faut d'abord se poser les questions de savoir pourquoi est-ce qu'on a de la radicalité qui s'exerce dans nos territoires. Et une fois qu'on s'est posé la question, qu'on a trouvé la réponse, une fois qu'on se l'est dit, c'est important de le dire, le président de la République l'a dit avec force. Et donc, on peut commencer à envisager les solutions. Alors pourquoi Emmanuel Macron préfère-t-il ce terme de séparatisme? Il y a quelques jours dans Le Monde, le secrétaire d'État Gabriel Attal a peut-être donné l'explication, je vous le cite en quelques secondes. Sur le terrain, les habitants des quartiers ne se reconnaissent pas dans le terme communautarisme. C'est un mot politique et médiatique. Il ne faut pas arrêter de parler du sujet, mais il faut en parler plus clairement. Jacqueline Eustache-Brinio. Écoutez, là on est en train de tourner autour du pot, autour de la question. Alors on parle communautarisme, séparatisme, moi ça m'est totalement égal. Le combat, c'est l'islam politique et notre pays est face à une réalité d'un islam politique. Donc moi, que certains préfèrent communautariste, d'autres séparatistes, moi franchement, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est pas la question. C'est comment allons-nous lutter contre l'islam politique, qui est une réalité. Enfin, quand même, depuis quelques temps... Non, mais vous faites partie de ceux qui ont toujours dit bien nommer les choses, bien nommer l'ennemi, c'est combattre. Moi, personnellement... Là, s'il le nomme différemment, pour vous, ça change rien ? Moi, ça ne me convient pas, mais à la limite, même si ça ne me convient pas, si derrière, il avait donné des axes réellement politiques et une colonne vertébrale pour lutter contre l'islam politique, qui est une réalité dans notre pays, à la limite, si lui préfère ça, il préfère ça. Mais il a quand même le chic pour trouver des mots à la place des autres et pour être dans le en même temps permanent, notre président. Donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Le fait qu'il annonce la fin progressive des imams détachés envoyés par d'autres pays, pour moi, c'est pas une annonce concrète, c'est pas quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, qui est une vraie réalité, qui est une nécessité. En même temps, quelle est la place de l'État dans l'organisation d'une religion? Ça pose question quand même, hein.
depuis la séparation quand même de l'Église et de l'État, on va dire. Ça pose question. Est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est à l'État de s'immiscer dans l'organisation d'une religion? Ça fait très longtemps qu'on essaye, on n'y arrive pas, donc moi ça me laisse un peu perplexe. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai regardé un certain nombre de choses qui sont sorties aujourd'hui, y compris une tribune du président du CFCM en disant les religieux doivent prendre part à... Non, les représentants du peuple en France, ce sont les élus. Ce sont les élus, personne d'autre. On ne négocie pas avec les curés, avec les imams et avec qui que ce soit, et avec les rabbins. Ce sont les élus, les représentants du peuple. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est extrêmement important. Donc, à un moment, il y a ce débat-là qu'il faut avoir. Quelle place on donne et à qui? Et comment on se réapproprie, au nom de la République, ces quartiers qui en sortent. Parce que c'est aujourd'hui, et je vous assure, moi je travaille sur une commission d'enquête sur laquelle je ne parlerai pas, parce que j'ai une obligation de réserve sur le travail que nous faisons, mais il y a une vraie nécessité à y réfléchir et à trouver des clés. Et je suis convaincue, et je le dis depuis longtemps, parce que je suis une élue de terrain toujours, c'est aujourd'hui que nous devons travailler sur ce sujet et pas demain. Parce qu'autrement, nous avons des quartiers qui sortiront de la République et nous allons construire des générations qui aussi se construiront à côté de la République. Alors justement, et il faut y travailler. Les futures annonces d'Emmanuel Macron devraient porter sur des sujets très concrets qui se posent dans certains quartiers. La non-mixité hommes-femmes dans les piscines, les cas de censure de certains spectacles ou encore les écoles hors contrat. Vous l'avez un petit peu évoqué ce sujet, Pascal Savoldelli. Plus 85% en 10 ans du nombre d'établissements privés hors contrat. Un sujet dont s'est emparée déjà ici au Sénat Françoise Gatel, la sénatrice UDI, a aidé à promulguer, à porter une loi qui a été promulguée il y a 2 ans. Elle est en salle des conférences, elle en parle avec Steve Jourdain et on y revient juste après. Oui, Françoise Gatel, vous êtes à l'origine donc de cette loi qui porte votre nom, cette loi qui permet d'encadrer les établissements hors contrat. 2 ans après cette loi, quel bilan vous en tirez? Alors, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu un avant et un après, si je puis dire. Il y a toujours des ouvertures d'écoles privées hors contrat, de l'ordre de 200 à peu près par an. Mais aujourd'hui, le dispositif de déclaration est plus sécurisé parce qu'on doit préciser l'origine des financements, s'assurer des qualifications des enseignants et que les bâtiments dans lesquels on accueille les enfants répondent à tous les critères de sécurité. Donc, ce que l'on sait à la rentrée de 2018, première rentrée où la loi a pris effet, c'est qu'il y a eu une trentaine de refus de dossiers d'ouverture et qu'il y a aujourd'hui 335 contrôles qui ont été menés. Là-dessus, il y a des contrôles qui ne sont pas satisfaisants, il y a des écoles qui ont été fermées et des écoles qui restent sous surveillance. Alors il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'établissements confessionnels, d'établissements dits communautaristes. Absolument. Les écoles privées hors contrat sont de nature différente. Certaines sont confessionnelles, de toute religion, elles sont minoritaires. Il y a des écoles où il y a des pédagogies alternatives, les plus célèbres c'est Montessori, puis il y a aussi des écoles bilingues et la plupart de ces établissements ne posent pas de problème, c'est-à-dire il y a bien une qualité d'instruction et un respect des règles de la République. Et justement, est-ce qu'il faut renforcer le dispositif qui est prévu dans votre loi? Alors, je pense que sur la loi, il n'y a pas forcément nécessité d'encadrer davantage, parce que je rappelle qu'on est sous un régime de liberté d'enseignement. Donc, on est libre de pouvoir choisir un établissement d'enseignement, mais avec une obligation d'instruction. Et le rôle de l'État, c'est de contrôler que tout se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait sécuriser l'ouverture et contrôler. Donc maintenant, ce qui est important, c'est la mise en œuvre de la loi. Parce qu'on sait bien que si les lois étaient aussi miraculeuses qu'elles empêchaient tout malfrat d'exister, les choses se passeraient bien. Mais il y a toujours des gens qui contournent la loi. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'Éducation nationale, et le ministère a commencé, mobilisent dans toutes les académies une sorte de task force, voilà, d'inspecteurs. Enfin, en tout cas, des inspecteurs qui sont mieux formés, c'est-à-dire qui sont prêts à rentrer dans des établissements, à détecter des signaux faibles, à apprécier des pédagogies différentes et à s'assurer qu'il n'y a pas d'infraction par rapport à la loi. Donc, il faut d'abord une volonté, c'est-à-dire il faut ériger ça en priorité au sein de l'Éducation nationale, travailler avec des services sociaux, voilà, et puis faire ces contrôles dans le temps et dans la durée, c'est-à-dire rendre
on va dire, des pratiques déviantes plus difficiles et impossibles. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Merci beaucoup, Steve. Sophie Gérardi, c'est un vrai sujet, ces écoles hors contrat. C'est ultra minoritaire. Alors, ça augmente de 85%, mais s'il y en avait 3 au départ, effectivement, ça ne fait pas des chiffres considérables non plus. Moi, je pense qu'il y aura toujours des parents qui peuvent être des ultra-écologistes ou bien de telle ou telle religion, y compris musulmane, qui vont chercher quelque chose d'extrêmement spécifique. Mais je pense que la plupart des familles, ce à quoi elles aspirent, c'est une école où leurs enfants sont accueillis, protégés, où ils ont leur chance. Et donc, finalement, l'aspiration scolaire, elle est pratiquement la même pour tous. Attendez, là on parle bien de communautarisme. Oui. C'est un sujet. Non, mais je suis d'accord. Mais écoutez, il existe une fuite de l'école publique, notamment au niveau du collège, que je n'invente pas, qui existe, et notamment en direction des écoles privées catholiques, parce que c'est elles qui constituent la majorité. Vous voulez dire que ça concerne finalement toutes les communautés, mais pas donc, spécifiquement la communauté si vous êtes des parents et que vous avez l'impression que l'école où va votre enfant ne répond pas à ce à quoi vous pouvez attendre, eh bien vous pouvez être tenté d'aller vers autre chose. Si il n'y a pas d'école qui correspond à ce que vous voulez, et qu'on vous fait miroiter une école plus rigoureuse ou plus religieuse ou plus morale, j'en sais rien. Il y a toutes sortes de discours possibles. Mais pas de lien avec l'islam politique, quoi. C'est ce que il peut y en avoir, bien sûr. Mais, il peut y en avoir. De manière très minoritaire. Plus dangereux, selon moi, parce que pas contrôlable, c'est le homeschooling, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire le fait d'enseigner à ses enfants à la maison. Alors là, aucun contrôle est à mon avis, plus dangereux, parce qu'une école, on peut quand même toujours la contrôler. Jacqueline Eustache-Brinio ? Moi, je suis moins optimiste que madame. Bon, les écoles privées, les enfants qui vont à l'école privée, bon, ça c'est... Moi, je pense qu'il y a, si l'éducation nationale aujourd'hui se mobilise, c'est qu'entre la rentrée 2017 et la rentrée 2019, il y a quand même en gros 20% d'enfants en plus qui sont scolarisés à domicile. Et il est là le problème. Voilà. Il est là le problème. La scolarisation à domicile est un vrai sujet. Dans toutes dans les banlieues, moi je connais la banlieue parisienne, donc je ne parle pas d'autre chose. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'enfants qui sont déscolarisés. Une grande partie de petites filles d'ailleurs, souvent. Et elles sont souvent donc scolarisées à domicile, ou alors ce que disait probablement madame, c'est une maman qui prend plusieurs gosses de plusieurs familles, qui les réunit dans la salle à manger et qui fait la maîtresse avec des compétences dont on ne connaît absolument pas l'origine. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale n'a pas les moyens pour surveiller aujourd'hui cet enseignement. Aujourd'hui, les 3/4 des gamins qui sont scolarisés à domicile, l'inspecteur, on lui dit d'aller un petit peu évaluer en fin d'année. Les 3/4 du temps, ils y vont au mois de juin. Les mômes, ils sont déjà partis en vacances parce qu'ils partent très tôt en vacances, ces gamins-là, et ils reviennent très tard. Donc du coup, ce sont quand même, pour une grande majorité d'entre eux, des gamins qui échappent à tout contrôle de l'enseignement à domicile. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que derrière, ces enfants-là, ils font pas de sport, ils vont pas au loisir, ils font pas de loisirs, pas de piscine, rien. Ils participent pas à la vie collective et ils sont en dehors de tout. Et c'est ça le sujet. Ces enfants-là, nous avons une obligation de les protéger et de faire en sorte qu'ils se soient des petits citoyens comme les autres, parce qu'ils vivent en dehors de tout. Il est là le problème. Il est là. Oui, Pascal Savoldelli. Moi, je crois que notre pays meurt des généralités. On souffre des généralités. Et jeter en pâture le souhait des parents de vouloir apporter une éducation beaucoup plus individuelle à leurs enfants, en caricaturant le décorum avec la maman dans la cuisine, les casseroles qui sont en train de chauffer, et puis le bébé qui braille d'un côté, et puis le cours de maths de l'autre, et qu'elle n'a pas les compétences. Je ne suis pas certain que tous les parents, et c'est probablement leur faire insulte, que de penser qu'ils se comportent de cette... Je peux parler de cuisine et de vaisselle. De se comporter de cette manière. Je ne peux pas parler ni de cuisine ni de vaisselle. Qu'il y ait des cas particuliers. D'ailleurs, les papas peuvent faire la cuisine et la vaisselle aussi. Qu'il y ait des cas particuliers qui posent un certain nombre de difficultés, c'est probable. C'est même certain. Il faut qu'on soit vigilant. Vous avez raison, nous devons l'être parce que notre responsabilité, dès lors qu'on est décideur, c'est de protéger nos enfants qui sont les générations à venir et les générations de ce pays et l'avenir de ce pays. Néanmoins, ne tombons pas dans la caricature et dans les généralités. Un mot sur la question des imams parce qu'elle est éminemment importante et il y a là un paradoxe qu'on n'a pas soulevé sur la proposition du président de la République que de dire... Je répète, la fin progressive des imams détachés envoyés par d'autres pays. C'est vraiment une question intéressante parce que l'idée c'est de limiter l'influence étrangère dans le pays. Il a raison Emmanuel Macron, sauf qu'il s'appuie sur le CFCM
d'accord, pour porter la formation, Conseil pour français porter le label, etc. Et voilà. donc Et tel habit. Mais sauf que le CFCM n'est que le fruit d'un certain nombre d'officines étrangères. Aujourd'hui, toutes les composantes du CFCM, en tout cas presque toutes, sont représentantes ou portent un intérêt d'un pays étranger. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer à réfléchir sur la manière dont est organisé le CFCM avant de dire non aux imams étrangers. Et d'ailleurs, de vous à moi, je ne suis pas certain que les imams étrangers soient plus terribles ou plus effroyables que d'imams qui ont grandi ici, qui se sont convertis ici et qui sont loin des réalités des préoccupations. Voilà. Les imams étrangers, quand ils ne parlent pas le français, quand ils viennent, qui ne parlent pas un mot de français et qui ne sont pas du tout formés au code et aux règles de la République, ça pose question quand même. Bah, voilà, ça, il nous reste 1 minute pour conclure, Pascal Savoldelli. D'abord, avec ma collègue, nous n'avons pas eu le même vote, par exemple. Quand on parle des enfants qui sont scolarisés à la maison, moi j'ai voté contre qu'on interdise aux femmes qui portaient un voile de participer aux sorties scolaires. Et ça fait que les enfants, au lieu d'être à la maison, sont dans les sorties scolaires et sont intégrés dans l'école. Et là, il faut... Vous avez voté contre l'interdiction? Contre l'interdiction, bien sûr. Parce que ces femmes-là, on peut pas... Il faut qu'on fasse très attention. Enfin, je ne dis pas ça pour vous, nous qui sommes autour de cette table. Mais sauf que le temps scolaire, c'est un temps laïque. Et les sorties scolaires, c'est un temps scolaire. Vous avez raison. Donc, et je découvre aussi les images. Il faut parler avec les mots qu'il a utilisés. Séparatisme islamique. Voilà. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Et il a une très grande responsabilité. Par exemple, si on ne pas, ça ne sert à rien. Oui, mais il y a des dérives sectaires dans toutes les pratiques religieuses. C'est vrai de l'islam, mais c'est vrai du catholicisme. C'est vrai de toutes les religions. Il y a des dérives sectaires. Donc, par exemple, il aurait pu annoncer aujourd'hui. J'ai regardé la situation. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire quelque chose. Je suis désolée, vraiment. Je vous avais dit pour conclure, mais vous n'avez pas conclu. On n'a plus le temps de faire des propositions. C'est pas grave, on s'arrêtera, mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé. La promesse républicaine. Je retiens la promesse républicaine. Voilà, ce sera le mot de conclusion. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain à 17h30 et à 22h sur Public Sénat, évidemment. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Son invité politique demain sera Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Très très bonne soirée sur Public Sénat.